Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de ce dernier épisode de la saison, le baccalauréat va-t-il passer à la trappe ? Et en seconde partie, comment se porte la culture française ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un journaliste et écrivain bien de droite. Il a écrit Napoléon Bonaparte et coécrit Le Mystère-Villiers, Les présidents de la République pour les nuls et l'histoire secrète de la droite. Il se dit marqué au fer rouge depuis son passage à Minute dans les années 80. Il est directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles. En avril, son hors-série de Valeurs Actuelles, consacré au roman noir de la Révolution française, a fait grincer des dents les apôtres du politiquement correct. Il vient tout juste de concocter le nouveau hors-série de Valeurs Actuelles consacré à la France d'Audiard. Je vous demande d'accueillir Arnaud Folch. Bonjour. Je voulais te présenter, je vous en prie. J'étais là, Jean-Marie, Constance, Philippe Randa, Olivier François et Philippe Ménard. Asseyez-vous. Merci. Alors, la France d'Audiard, superbe scénariste, populaire, dialoguiste, réalisateur, écrivain, acteur. J'ai regardé la liste des films, c'est à tomber, Les Trois Mousquetaires, La Traversée de Paris, Maigret et L'Affaire Saint-Fiacre. Les Vieux de la Vieille, Un taxi pour Tobrouk, Un Saint-Jean-Hiver, Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes, Le Pacha, Tendre Poulet, Flic ou Voyou, Garde à vue, Mortelle Randonnée. Et je ne fais pas les listes des films où il a été le réalisateur. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Bravo. Bravo le public. Alors, réalisateur, Audiard, c'était un insolent, un provocateur. Il n'a jamais renoncé à sa liberté. Est-ce que vraiment il était infréquentable ? Et parce qu'il était infréquentable, vous aimez le fréquenter ? Mais écoutez, si infréquentable est un défaut, non, il était infréquentable c'est dans le sens où c'est effectivement une vraie qualité, une qualité française d'ailleurs, qui remonte à loin et qui est aujourd'hui beaucoup disparue, malheureusement. Audiard on ne peut pas différencier Audiard du personnage de ses films. En fait, dans ses films sort effectivement toute la malice, toute l'insolence, tout ce côté passionnément libre et passionnément français qu'on a tâché sur lequel effectivement on a consacré ce hors-série, qui ma foi a trouvé son public, puisqu'on est en passe de réussir 50 000 exemplaires, ce qui prouve effectivement que cette France d'autrefois, que cette France en noir et blanc, que cette France un peu lettrée, aux antipodes de ce qu'elle est aujourd'hui, ma foi, a encore ses adeptes. Est-ce qu'on pourrait dire, mais après je vais laisser la parole, c'est promis, est-ce qu'on pourrait, et je vois ce côté bordure jaune, est-ce qu'on pourrait dire qu'Audiard, c'est quand même peut-être le symbole gilet jaune de la liberté, et c'est pour ça peut-être qu'il rencontre son public. Moi j'ai vu dans le train qui m'amenait, je ne dirais pas où, et bien des gens qui lisaient le hors-série de Valeurs Actuelles, parce que c'était Audiard, hein. Alors, pour dire la vérité, le jaune était censé plutôt rappeler le côté série noire. On l'avait effectivement déjà fait. Maintenant, quand vous dites liberté qui rappelle effectivement éventuellement celle des Gilets jaunes, pourquoi pas, mais j'ai l'impression effectivement que la liberté d'Audiard était plus une liberté, on va dire, intellectuelle. C'est pas quelqu'un qui s'engageait, il ne s'est jamais engagé en rien. Il n'a jamais voté de sa vie, il a jamais manifesté. On a dit qu'il avait manifesté une fois pour le Sud-Vietnam avec Roger Olindre, ça n'a jamais pu être tout à fait démontré, mais c'était plus quelqu'un effectivement qui avait ce faconde et ce goût pour l'insolence, la libre pensée et le politiquement incorrect qui, ma foi, a toujours existé, même dans ces années plus libres qu'étaient les années 60. Et puis vous rétablissez quelques vérités, mais ça, il faut lire le hors-série. Je vais donner la parole tout de suite aux sociétaires. On va commencer par Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir Vous Martial. êtes rédacteur en chef de Liberté Politique, la nouvelle revue d'idées chrétiennes, mythe et réalité du renouveau politique, avec des signatures comme, bien évidemment, François Billot de Leclerc, qu'on retrouve tous les soirs sur le journal télévisé, dans la chronique qu'il partage avec Christian Combaz. Constance, votre question.
Alors effectivement, le titre de Valeurs Actuelles, c'est la France d'Audiard. Et cette France, c'est vraiment une France mythique aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe en tant que jeune maman, parce que j'ai des enfants très jeunes, c'est que je me dis, nos parents, la génération au-dessus, ont vécu dans cette France d'Audiard, enfant, qui est une France qui est extraordinairement cohérente. Alors, on va sortir tous les clichés. C'est une France majoritairement blanche, une France où on sait à peu près parler le français correctement, l'écrire aussi, où le bac n'est pas donné dans une pochette surprise, où on passe à table pour le repas, où on met sa serviette autour du cou, où les enfants vont au catéchisme pour beaucoup d'entre eux, un catéchisme d'ailleurs d'avant le Concile 1962, pour ces bambins qu'on voit courir dans ces films-là. Et nous, eh bien, on n'a pas vécu dans cette France cohérente, et nos enfants, n'en parlons pas. Tous ces enfants qui ont grandi dans cette France-là, eh bien, on les trouve aujourd'hui encore aux commandes, aux manettes. Ils vont partir à la retraite. Il y en a certains qui sont déjà à la retraite. Il y en a qui vont partir à la retraite. Est-ce qu'on a bien mesuré ce qui va se passer quand ils ne seront plus là ? Quand toutes ces personnes qui sont au poste de direction aujourd'hui auront disparu, on dit toujours c'était mieux avant, c'est pas terrible aujourd'hui, mais est-ce que le pire n'est définitivement pas devant nous quand des gens qui ont connu la cohérence parfaite d'une société ne seront plus là ? Là, on sort du hors-série, là. Hein. Oui. Non, vous dites sans doute ardu comme première question, puis surtout extrêmement large. Vous dites cohérence d'une époque, oui. Cohérence de ceux qui l'ont connue, moins sûr, parce qu'effectivement, ceux qui regrettent cette France-là, y compris parmi ceux qui l'ont connue, ma foi, pour la guerre d'Algérie aussi. Voilà, je ne suis pas absolument certain, effectivement, qu'ils soient forcément majoritaires dans ceux qui occupent les... On peut ne pas la regretter, cette époque. Mais le fait est qu'on a grandi dans un univers qui était beaucoup plus cohérent. Oui, mais qui a été beaucoup rejeté. La France d'Audiard, effectivement, sur les années, on a pris comme date, c'est celle, effectivement, de la sortie des Tontons Flingueurs, c'est 1963. Moi, j'avais 6 mois, effectivement, mais je suis né, j'ai grandi dans cette époque. On est quelques-uns, effectivement, autour à l'avoir connu. Donc, effectivement, moi, j'ai le regret, effectivement, j'ai cette nostalgie française. Mais il y en a, au contraire, beaucoup, notamment à partir de 1968. La vraie césure, c'est 1968. C'est le moment où on a abandonné cette France-là, ou en tout cas, on l'a abandonnée intellectuellement. Il faut savoir que Audiard, toute sa vie a été vouée aux gémonies par la nouvelle vague, les intellectuels, les critiques en vogue, le nouvel observateur, etc. etc. Et donc le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que voilà un type donc, qui toute sa vie a été vomi par les intellectuels et qui aujourd'hui, dont les films passent aujourd'hui dans les ciné-clubs. Et en revanche, ces films qui étaient destinés au peuple, et c'est le peuple qui faisait le succès de ces films, eh bien, demain, dans quelques années, combien seront-ils dans ce peuple aujourd'hui à pouvoir entendre, comprendre et comprendre ces films. C'est toute je trouve la très belle symbolique de cette période. Mais comme vous dites, effectivement, les témoins disparaissent. Ceux qui la regrettent nécessairement disparaissent aussi. Mais je ne suis pas sûr que nos élites, depuis 1960, aient été soient véritablement les héritiers de cette France-là. Moi, je la trouverais plutôt... Héritiers malgré eux, parce qu'ils ont été quand même... Ils ont grandi là-dedans. Une question. Pardon, Constance. Héritiers malgré eux, mais reniant en partie cet héritage que l'on trouve plus effectivement dans le peuple que parmi les élites, puisque Audiard se revendiquait du peuple, ces films étaient des succès populaires. Voilà, et on va leur montrer qui c'est, Raoul, ne vous inquiétez pas, Constance. Allez, Romaric Sangars, le monsieur culture de l'incorrect, qui titre pour cet été « Boomers millénial », c'est ça ? Pourquoi on les déteste ? Un sujet à découvrir, et alors assez amusant, parce qu'il y a le jeu des 7 familles, enfin bon, achetez l'incorrect. Romaric, votre question. Audiard me semble un représentant assez flamboyant des anards de droite, comme on disait un peu à l'époque. D'ailleurs, on est après les hussards, enfin dans les années 50, 60, avec cette espèce de personnalité où la gauche a pris le pouvoir culturel, mais il reste comme ça des espèces de flingueurs assez magnifiques, qui n'en est pas encore dans la lutte du politiquement correct ou incorrect, enfin au sens moderne. Et ces gens-là existent, ont un crédit culturel et symbolique très fort. Comment vous pouvez vous expliquer quelle était cette situation particulière qui était quand même assez favorable malgré tout, même si vous dites, comme vous le dites, ils avaient les intellectuels contre eux, et pourquoi ça a complètement disparu ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus, en tout cas dans le cinéma, en littérature c'est différent, mais dans le cinéma, ce genre de personnalité serait aujourd'hui inconcevable.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la raison pour laquelle on a fait ce numéro qui tâche effectivement de l'expliquer par l'exemple. C'est à la fois une France qui disparaît, c'est effectivement 68, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'éducation, c'est les nouvelles valeurs effectivement qui ont en tout cas happé un certain nombre de la population. Et alors on pourrait dire qu'il y a eu des héritiers d'Audiard, on peut dire, mais eux aussi disparus. On peut considérer que, par exemple, un Pierre Desproges, par certains côtés, sur un certain nombre de ses propos très, très, très politiquement incorrects, aujourd'hui, serait cloué au pilori, exactement comme Audiard pour un certain nombre de ses propos. Ça, c'est un fait absolu, mais je crois que, précisément, c'est l'évolution à rythme forcé de ce que la France a connu ces dernières années. Et la France a probablement davantage changé en 50 ans qu'elle avait changé en 1 ou 2 siècles auparavant. Et c'est effectivement dû en partie aux médias, vous connaissez ça tous par cœur, et c'est pour ça qu'ici, écoutez, on est dans un espace de liberté, et ça continue à perdurer, Dieu merci. Voilà. Oui, ici, c'est pas, même si on n'a rien à dire, on ne ferme pas notre gueule. Vous voyez, on fait du Audiard 24 heures sur 24. Nicolas Gauthier, vous avez quelque chose à dire, et vous êtes notre sociétaire représentant Boulevard Voltaire. Alors, il y a un paradoxe que traditionnellement les conservateurs estiment que, à leur époque, la société se tenait bien et qu'aujourd'hui on vit en plein laxisme. Mais aujourd'hui, un conservateur pourrait quasiment penser le contraire, parce que de temps en temps, on pouvait tout dire. Or maintenant, il devient impossible, il n'y a plus aucune liberté de penser. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir quand même l'époque macronienne, il y a 2 puissants parrains, c'est les 2 premiers qui le soutiennent. Il y a un libéral Madelin, un libertaire Cohn-Bendit. Donc ma question, c'est est-ce qu'effectivement ces libéraux libertaires ne sont pas les premiers ennemis de la liberté de penser ? Réponse oui, mais qu'est-ce qu'on met dans le mot liberté ? Moi, j'ai tendance à penser que dans bien d'autres choses, celui qui en parle le plus, c'est pas forcément celui qui le pratique le plus. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire effectivement quand on emploie ce mot de liberté ? Aujourd'hui, effectivement, on a la liberté de critiquer l'Église, la liberté de s'inventer un 12e, un 13e siècle, un sexe, des genres multiples, de vanter la libération de la drogue ou autre. Mais si c'est la liberté, en revanche, de parler, vous citiez tout à l'heure le hors-série sur les colonies, de parler du bilan positif de la France dans les colonies, de dire que la Révolution, c'est loin, effectivement, de correspondre aux images d'Épinal que l'on nous apprend à l'école. Certains pans de notre histoire, effectivement, dont il est très difficile de parler. Là, encore une fois, on a 2 libertés. C'est-à-dire que le concept, le mot de liberté a été totalement galvaudé. On lui fait dire absolument ce qu'on veut. Effectivement, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire un certain nombre de choses qu'on disait à l'époque. Et c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que ce qui est interdit aujourd'hui, donc parler ce qui est interdit aujourd'hui, c'est-à-dire parler de l'histoire très librement. Audiard avait des propos sur la résistance et sur la période de l'occupation extrêmement incorrects. Ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui, mais à son époque, qui était plus proche de la guerre, on pouvait le faire. Inversement, on aurait très mal imaginé à l'époque un mariage homosexuel, la gay pride, le militantisme pour la libération des drogues, etc. D'où d'ailleurs ce couvercle qui a un peu sauté avec 68, et la société après est allée, y compris les anciens, ont trouvé que c'était très moderne de suivre ça. Mais encore une fois, liberté, voilà, il y a 2 sortes la liberté veut tout et rien dire. Alors effectivement, pour Madelin et pour Cohn-Bendit, ça veut dire liberté du commerce, ça veut dire liberté de la drogue, ça veut dire liberté de pouvoir dire un certain nombre de choses, mais plus... moi, je vais faire une toute petite exemple qui va peut-être surprendre un certain nombre d'entre vous, mais c'est un peu comme sur De Gaulle. Aujourd'hui, toutes les élites se disent gaullistes, toutes sans exception. Gaullistes, gaulliennes, c'est le grand mot à la mode. Mais en revanche, ces mêmes élites ont interdit de citer le général de Gaulle quand il parle de colomber les 2 mosquées, quand il parle de la France de race blanche, de civilisation chrétienne ou autre. C'est exactement la même chose. On se dit gaulliste, mais Israël aussi d'ailleurs, ce qui est encore le au-dessus. Non, mais c'est la vérité, absolument. Je veux dire que quelque part, effectivement, on se dit gaulliste, mais l'essence d'une certaine partie du gaullisme
a disparu. Ben, c'est exactement pareil avec la liberté. Plus on parle de liberté, voilà, je disais tout à l'heure, mais on la pratique. On va poursuivre les questions. Vous savez que Audiard disait qu'en France, on n'a que 3 spécialités, la littérature, le sexe, la fesse et la bouffe. Et Philippe Randa a choisi, lui, la littérature, puisqu'il est journaliste écrivain, et notamment pour le site Euroliberté. J'ai une question que je voulais vous poser, qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde admet, d'ailleurs, parfois de façon un peu amusée, mais pas scandalisée, que Pierre Desproges ou Coluche ne pourraient plus dire la plupart des sketchs qu'ils ont eus. Donc, vous avez répondu qu'Audiard, probablement non plus, mais vous pensez qu'un jour, on va réécrire Audiard, censurer Audiard, un peu comme Lucky Luke, vous savez, qui fumait et à qui on a supprimé la cigarette, on a redessiné les bandes dessinées. Si vous voulez, vous pensez que ça pourrait arriver un jour, ça ? Moi, je pense que, en tout cas, la personnalité d'Audiard, son parcours et ses pensées profondes, ce regard effectivement d'anarchiste de droite très à l'aise dans ses propos, ça effectivement ça disparaît. Quand vous interrogez les gens sur Audiard d'ailleurs, ils ont l'impression d'un joyeux de riz, d'un type extrêmement heureux de vivre. En réalité c'était un personnage plein de cicatrices. Nicolas Gauthier ici présent a fait dans le magazine un article sur le Audiard noir qui est effectivement celui qui est en réalité correspond à sa personne beaucoup plus. Donc je pense qu'effectivement, on ne retirera pas les films, même si certaines citations, moi j'ai problème avec la mémoire des citations, certaines citations deviennent un petit peu difficiles, même aujourd'hui, à dire, mais je crois que, en tout cas, on a déjà commencé à gommer ce qu'était la réalité du personnage pour fabriquer un personnage un petit peu médiatique, à la mode. Vous voyez, aujourd'hui, comme les politiques, c'est du dernier bon goût, de la part de Macron ou d'autres, de Sarkozy, Macron cite Audiard à tire-larigot, mais il cite les phrases d'Audiard connues, faciles, etc. Mais on ne va pas effectivement dans des phrases ou dans des citations qui vont beaucoup plus loin et qui disent beaucoup plus de lui finalement que certaines. De la France, par exemple. Voilà, tout à fait, absolument. Absolument. C'est les propos sur les femmes. Regardez, par exemple, Constance, le nombre de femmes bêtes qu'il faut user pour oublier une femme intelligente. Ça vous fait rire, là? Non, moi. Vous voyez que c'est pas toujours pas facile de dire. Il y avait une certaine forme de provocation, mais en tout cas, ce type de provocation, aujourd'hui, est absolument impossible à faire, même sur le ton de la plaisanterie. Voilà. Olivier François, vous présentez bien évidemment et vous représentez le magazine Éléments qui cet été titre Les juges contre la démocratie pour en finir avec la dictature du droit et avec un très bel entretien avec Makin, André Makin, l'académicien français que nous avons reçu sur TV Liberté. C'est le moment de poser votre question. Mais ma question elle est simple, vous avez parlé un peu de la mélancolie d'Audiard. Constance nous a parlé de la nostalgie qu'on pouvait peut-être avoir pour cette France cohérente. Mais est-ce que Audiard lui-même, dans ces années 50 et 60, n'était pas aussi un homme nostalgique d'une ancienne France ? Puisque les années 50 et 60, qu'on a tendance parfois à idéaliser dans nos milieux, c'est aussi la fin de la paysannerie, le début de la société de consommation de masse, la fin de l'Empire français. Pour certains, ça a été un drame. Je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas trop idéaliser ces années 50 et 60, qui sont des périodes difficiles pour les Français. On est quelques années après 45. Est-ce que la fin des années 50 en France. Oui, et puis c'est la chute de Dien Bien Phu. Enfin, je ne vais pas revenir sur ces histoires revenez. tragiques. Mais est-ce qu'Audiard lui-même n'était pas un nostalgique ? Et est-ce qu'il se sentait bien dans son époque quand il écrit ses scénarios et ses... Moi, je crois que la nostalgie de la France d'avant, en fait, elle s'applique à toutes les périodes. Et qu'on est nostalgique, c'est le combat permanent entre ceux qui veulent conserver et ceux qui veulent tout changer. Et effectivement, on peut considérer que pendant des années, et je pense que c'était le cas encore dans les années 50-60, il y avait effectivement ce combat entre ceux qui disaient voilà, on change rien, et ce combat avec les autres qui disaient on change tout. Mais c'était équilibré. Donc, effectivement, on arrivait à progresser, la société évoluait, mais elle évoluait tranquillement, paisiblement, de manière assez respectueuse, effectivement, de son passé. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus le cas. Et encore une fois, je le disais aussi tout à l'heure, malgré tout, il y a beaucoup moins de différence entre la France, on va dire, de 1930 et de 1960 qu'entre la France de 1960 et de 1990. Cette France, elle restait quand même d'essence rurale, traditionnelle. Le catholicisme voulait dire encore quelque chose. On allait à la messe
on allait à la messe le dimanche. Vous disiez tout à l'heure, on faisait attention à ses habits. Même dans Audiard, il n'y a pas un truand qui n'est pas en costume cravate. Et dans les tontons flingueurs, ils vont même sur le prie-dieu à la fin. Donc ça démontre qu'effectivement, on reste quand même ancré dans une époque, sans doute, évidemment, à toute époque, des changements seraient difficiles. De quoi on restera à l'âge de pierre. Mais c'était des changements qui se passaient progressivement, doucement, en accord avec les évolutions elles-mêmes de la société. Donc oui, je pense que lui-même avait la nostalgie, d'ailleurs il l'a dit, de sa jeunesse. Sa jeunesse, c'était les années 1920, 1930, mais effectivement cette France, quand on regarde véritablement, elle ressemble beaucoup plus à son époque. Mais il était le premier à hurler contre... Notamment, c'était un personnage extraordinairement attaché à Paris, par exemple, au vieux Paris, au vieux métier, au vieux bistrot, à tout ça. Ça, effectivement, dès les années 60, on a quand même eu des évolutions, sans parler de celles d'aujourd'hui, quoi. Effectivement, le petit blanc sur le zinc, c'est quasiment criminel aujourd'hui. Philippe Ménard, c'est à vous de conclure. Alors, de conclure les questions. Et bien évidemment, je présente Politique Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef, et qui titre « Liberté, réelle, conquête, point d'interrogation », Politique Magazine. Et je vous laisse poser en même temps votre question. En fait, c'est un piège, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, alors on n'achète pas le journal. Mais alors, si, il faut comprendre pourquoi. Ah. En parcourant le hors-série, en regardant un peu la vie d'Audiard, on a l'impression que il est devenu journaliste par hasard parce qu'en fait, il livrait des journaux et quelqu'un s'est dit que c'était intéressant de le faire travailler, qu'il est devenu scénariste par hasard et que c'est peu à peu en fait qu'il a développé ce talent pour l'écriture, ce goût pour la répartie. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, quand on prend un critique littéraire comme Jean-Marc Proust, qui a écrit la meilleure des critiques, qui descend en flammes le livre de Christine Angot, pour le site Slate, ou si on prend un écrivain comme Éric Chevillard, dont une bonne partie des ressources consiste à faire des jeux de mots très intelligents et en même temps très drôles et très accessibles, est-ce que Audiard aurait pu devenir un vrai critique littéraire, un véritable romancier, et non pas quelqu'un qui a d'immenses mérites comme dialoguiste et scénariste, mais qui, malgré tout, s'est installé dans une certaine facilité? Facilité, moi je pense que là vous êtes quand même assez injuste. D'abord, oui, moi j'ai pas son talent, donc je peux me permettre. La formation d'Audiard, qui a arrêté l'école à 14 ans, mais c'était une formation littéraire extraordinaire. À 14 ans, il avait lu tous les grands auteurs français, systématiquement. Il voue un culte absolu à Céline. Donc sa formation, mais c'était effectivement un autodidacte, mais il était profondément... l'amour des mots était chez lui quelque chose c'était ce qu'il y avait de plus important. Maintenant, effectivement, cet amour des mots l'a conduit. Il le souhaitait passer... Enfin, effectivement, sa vie de coursier, il en avait quand même un petit peu ras-le-bol. Et je veux dire, c'est pas tout à fait un hasard s'il est devenu journaliste. C'est pas tout à fait un hasard s'il est devenu scénariste. Ce sont les circonstances de la vie qu'il a su, en tout cas, saisir. Mais cet amour des mots, il est incontestable. Alors, effectivement, après, effectivement, le dialogue, il a rencontré un succès immédiat, donc sans doute c'était pour lui assez facile, quoiqu'il travaillait beaucoup, c'était pour lui extrêmement difficile, et puis aussi, surtout, il a écrit des romans, des livres absolument merveilleux. Je veux dire, La nuit, le jour et tous les autres jours, c'est le roman qu'il a écrit en 1975, après la mort de son fils, dont vous avez, enfin, je veux dire, Audiard était un ami de très très grands écrivains qui reconnaissaient chez lui un homme qui d'ailleurs n'aimait avant tout que parler de littérature, beaucoup plus que de cinéma. Il avait des propos très durs sur ce milieu. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison, une certaine forme de facilité, mais ça ne lui a pas fait oublier le reste. Et en tout cas, plus les années ont passé, c'est la période effectivement des films noirs, c'est la période des livres, plus effectivement il est allé vers ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire en fait d'abord et avant tout un amoureux de la langue française. Certes, son aisance d'écriture lui a permis de faire beaucoup de films, et le succès était là, mais profondément au fond de lui, le regret éternel de sa vie est de ne pas avoir été écrivain, d'avoir consacré entièrement sa vie à l'écriture.
Voilà, on a toutes nos questions. On va passer directement au premier sujet, si vous le voulez bien. On va passer aussi en revue les dessins d'Ignace. C'est la tradition, c'est le dessinateur de Bistro Liberté. On le retrouvera d'ailleurs tout au long de cet été pour les programmes du mois d'août. Eh bien, on vous proposera toujours un dessin qui a plu aux membres de la rédaction de TV Liberté. Vous regarderez ça à partir du 1er août. Je vous laisse découvrir, ce sera une surprise. Alors, les dessins du jour. Martial Bild attend beaucoup de ses sociétaires. Ouais, alors, je dis pas ouais, hein, parce qu'ici, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Bon, alors, ce que je te remercie 1000 fois, c'est pas m'avoir mis un verre de vin à la main pour une fois. Par contre, j'ai une sale gueule. Bon, mais c'est pas grave, mais ma gueule est meilleure finalement que celle de mon invité, Arnaud Folk, journalistiquement incorrect. Certains m'appellent Arnaud Punk. Voilà, donc là, c'est la fin de la saison, hein, donc on est tous fatigués. C'est la canicule aussi qui a touché nos dessinateurs. Et puis là, Romaric, Olivier, Philippe Randa, Philippe Ménard, Constance, Nicolas Gauthier, Martial, et Arnaud Folk, les nouveaux tontons flingueurs. Et on retrouve bien évidemment les prix Dieu que l'on évoquait à l'instant. Voilà pour les tontons flingueurs. On se retrouve tout de suite. Le baccalauréat va-t-il passer à la trappe ? Cela fait 30 ans que les ministres de l'Éducation veulent remplacer le baccalauréat par un contrôle continu. Le coup de force d'enseignement extrémiste retenant les copies d'élèves donne involontairement du grain à moudre aux partisans de ce système. Est-ce la victoire annoncée du pragmatisme et la suppression de coûteux dysfonctionnements ? Ou la fin programmée d'un examen qui portait les idées républicaines d'égalité des chances et du mérite ? Alors, le baccalauréat va-t-il passer à la trappe ? Alors, passer d'Audiard à Blanquer, bon, il faut faire le grand écart, néanmoins, il faut le faire quand même. Et la question qui est posée, elle est simple. Vous allez me dire, ça tombe bien parce que quand vous êtes né, on se posait déjà la question. Est-ce qu'il faut supprimer le baccalauréat ? Réponse d'Arnaud Folk, et puis ensuite, débat avec nos sociétaires. Alors écoutez, moi, je ne vais pas me battre effectivement pour la France d'avant et dire qu'il faut supprimer le bac. C'est une institution magnifique pour ceux qui l'ont eu. J'ai eu à l'oral de rattrapage. C'était effectivement, ça reste un des moments magiques de ma vie. Il y a une magie dans ce diplôme. Effectivement, pour moi, le problème, il est davantage la dévalorisation du bac. Cette année, il va y avoir 90% de reçus. Dans les années, je crois en 1966, l'année avant la réforme, il n'y en avait que 50%. Cette année, il y a près de 10% de mentions très bien. À mon époque, pour le coup, il y en avait moins de 1%, c'était infinitésimal. Donc, de la façon dont c'est bidouillé, ils vont finir par nous dire qu'il y en a 101% qui l'ont. Mais bien sûr, c'est ça que je trouve, très très dommage. Pour répondre à votre question, voilà, moi c'est la dévalorisation du bac, mais transformer le bac en contrôle continu quelque part. Écoutez, c'est comme au football, il y a les matchs de coupe, il y a les matchs de championnat. Le championnat, c'est un travail de longue haleine. La coupe, elle laisse la possibilité au cancre d'avoir un jour, effectivement, son exploit extraordinaire. Et puis, ma foi, le premier de la classe, à un moment donné, de se heurter à une journée un petit peu difficile. Et puis, bon, je ne sais pas si on le décrit, on l'a encore aujourd'hui, mais quand on a ce diplôme, moi, j'étais tout content, j'avais punaisé dans ma chambre. C'est un grand moment. Et quand vous voyez aujourd'hui tous ces jeunes, voilà, quand ils l'ont... Bon, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Dans votre démonstration, il y a un élément qui vient contrebattre ce que vous dites, c'est que même s'il y a 90% des jeunes qui l'ont, si beaucoup ont eu des enfants qui ont passé le bac, ils en ont peur, ils savent que c'est une étape, ils savent que c'est une épreuve, parce qu'on ne peut pas rentrer à l'université. Je veux dire, même si au final on leur dit vous allez l'avoir, ils le prennent quand même tous au sérieux. Je ne parle pas de ceux qui ne l'auront jamais et puis qui ne méritaient pas, qui vont l'avoir automatiquement. Mais moi, je n'ai jamais vu mes enfants, moi je ne les ai pas vus passer ça en disant hop, le bac, je l'ai. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je dis, c'est la magie de ce diplôme, sans doute d'ailleurs son antériorité. On parle oui, on se réjouissait pas forcément autant. Oui, mais c'était un rite de passage. Au moment de la crise. C'est un rite de passage dans la vie adulte. Bien sûr. Oui, et puis c'est quelque chose de tellement ancré pour le coup en France, parce que c'est pas simplement Napoléon. Napoléon, c'est la réforme, mais ça remonte en fait au XIIIe siècle. On mettait des couronnes de laurier
à ceux qui avaient ce diplôme qui s'appelait pas le baccalauréat, effectivement, à l'époque. C'est ancré en nous, il y a la compétition, il y a l'effort, il y a le mérite, enfin tout un tas de valeurs que je continue effectivement à trouver essentielles. Et si un certain nombre, et ceux qui aujourd'hui veulent supprimer le bac sont ceux effectivement qui veulent une espèce de nivellement encore plus grand vers le bas, c'est-à-dire qu'effectivement sur l'année scolaire on vous le décernera. Comme à l'oral de rattrapage, il faut bien reconnaître que les professeurs qui vous interrogent vous demandent un petit peu souvent, enfin moi ça a été mon cas, combien on avait besoin pour récupérer ces points. C'était le cas de ma prof d'espagnol que je remercie encore aujourd'hui. Elle Voilà. vous regarde ce soir. Voilà. Elle est émue. Je sais pas parce que... Ils n'ont pas demandé d'argent quand même. Non. Bah, alors c'est bien. Non, mais pour autant, c'était un moment extraordinaire. Voilà. Alors, Constance, vous écoutez Arnaud Foll qui vous dit en gros qu'il faut que cela redevienne, qu'on restaure le baccalauréat, c'est ça. Oui, c'est pas contre le baccalauréat, mais il faut le réévaluer, le restaurer. Est-ce que ça, c'est un message que vous comprenez, ou est-ce que vous considérez, vous, qu'il faut supprimer ce baccalauréat? Moi, je me désespère de la disparition systématique de tous les rites. Il n'y a plus aucun rite. Il n'y a plus aucun rite de passage, quel qu'il soit. Alors, bon, si on pousse Audiard jusqu'au bout, moi, je vais vous dire que je milite pour la restauration du certificat d'études. Mais sans parler de cela, vous avez souligné le fait qu'il y a toujours cette appréhension et qu'il y a quand même si le bac ne vaut plus rien, il y a quand même cette attente sur cet événement. Et c'est normal. Et c'est une bonne chose. Il y en a besoin. Nicolas, vous mentionniez la suppression du service militaire, mais il n'y a plus de service militaire. Personne ne voulait le faire, honnêtement, on ne veut pas le apparemment, faire, mais on en a besoin parce que ça structure. On se dit, je passe à une autre étape. Aujourd'hui, on ne se marie plus, donc c'est pareil. Le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est plus un passage. Le fait il n'y a plus de service militaire, s'il n'y a plus de bac, ça construit des individus invertébrés. Parce qu'il n'y a plus ces moments où on se dit, il y a un avant, il y a un après, j'avance, je me construis, j'atteins un nouveau niveau de maturité. Donc non, évidemment, je suis pour le maintien du bac. Maintenant, il faut que le bac, il ait de la substance, parce que pour qu'il ait effectivement un rite de passage, il faut que ce ne soit pas évident. Mais donc ça veut dire qu'il faut que 90% des gens ne l'aient pas. Ah bah, on est d'accord. Donc il valait mieux que le brevet des collèges dont vous parliez tout à l'heure soit un rite de passage, c'est que tout le monde soit censé l'avoir. Le certificat d'études, je suis encore un cran avant. Très bien. Mais le certificat d'études, c'était un vrai sélecteur. Et du coup, le bac... on demande à ce que tout le monde accède en fait au certificat d'études, par exemple, très bien. Après le bac, en réalité, que vu qu'il est dévalorisé, il n'y a plus de raison de le poursuivre. Enfin, c'est la logique quelque part de 30 ans. Ah non, mais on est d'accord. On est d'accord. Parce que je sais que si on le maintient, il faut qu'il ait un sens. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit discriminant. Absolument. Et donc, s'il doit être discriminant, ça veut dire que tout le monde ne doit pas l'avoir. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le rite de passage, il soit ailleurs, ou plutôt le rite de passage collectif, je veux dire. C'est tout pour tous maintenant. C'est le mariage pour tous, c'est le bac pour tous, c'est la culture pour tous. Il arrive un moment où il n'y a plus rien pour personne. C'est ça le problème. Je trouve que c'est très intéressant que Romaric parle de discrimination, parce qu'une société, une civilisation se base essentiellement sur la discrimination. Il faut réhabiliter ce terme-là. Discriminer, c'est aussi faire le tri entre le meilleur, le mauvais, entre la qualité et la quantité. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le bac, en effet, il faut réévaluer le bac. Il faudrait d'ailleurs même qu'il soit au niveau du certificat d'études des années 30. Ça serait déjà beau si on mon grand-père, là, qui n'a pas eu son bac, qui était un fils de paysan de Charente, et qui n'a pas eu son bac, me récitait du Bossuet et connaissait des poèmes de Victor Hugo et de Charles d'Orléans par cœur. Aujourd'hui, un bachelier... tous les ans, vous avez... Valeurs Actuelles l'a fait il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Tous les ans, au moment de l'été, un certain nombre d'hebdos font la série « Repasser votre certificat d'études ». Comme si on voulait se coltiner cette réalité qui nous échappe. C'est un débat qui est long. Ils savent plus qui est Bossuet, mais ils savent faire fonctionner un ordinateur mieux que moi. Donc, et voilà, les choses évoluent aussi. C'est le plus important. Est-ce que les deux ne peuvent pas être importants? C'est ça, en fait, les deux. D'autant qu'en plus, c'est par mépris pour les élèves, à mon avis. Excusez-moi. À mon avis, c'est par mépris pour les élèves. Moi, je prends le cas de Bossuet que j'ai découvert à 33 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. Je me suis dit, mais comment on ne m'a pas transmis cette œuvre quand même essentielle de la littérature française, et même au-delà de la littérature, de l'esprit humain, enfin de la civilisation européenne et humaine, allons-y. Mais Bossuet, je veux dire, c'est que c'est par mépris pour les élèves, parce qu'on considère de toute façon que c'est de la culture bourgeoise ou de la culture aristocratique, donc on n'a pas étudié Bossuet. Alors même que Bossuet, de quoi nous parle-t-il? De la mort, de l'ambition, de l'espérance, de la grâce. Même pour des gens qui ne seraient pas chrétiens,
Bossuet, il suffit de lire le Sermon sur la mort. La mort est quand même une expérience qui nous unit en quelque sorte. Et voilà, on devrait faire étudier le Sermon sur la mort dès l'âge de... Je redonne la parole à Arnaud Folch, à notre invité qui la souhaite, mais ma question est vraiment, est-ce qu'il faut supprimer le bac? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut instituer le contrôle continu? Est-ce qu'il faut mettre fin au bachotage? Vous avez tous fait le bachotage, c'est très dangereux pour la santé. Non, simplement savoir que le baccalauréat aujourd'hui, par exemple, on ne prend plus en compte l'orthographe. C'est express pour ça. invraisemblable. Comment peut-on se dire, voilà, j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis admis à faire des études secondaires sans savoir écrire un minimum sans faute d'orthographe. Vous avez des gens qui ont des mentions, des copies sont sorties sur Internet, qui ont des mentions en faisant 30, 40 fautes d'orthographe dans un texte. Ça, c'est pour moi inadmissible, ce que je dis, revalorisation, je pense comme vous. 90% de réussite au bac, le disait Romaric, et il avait raison, mais on passe à 60% de réussite en deuxième année de licence à la faculté. À la faculté. Partons de tous ceux qui ont été dans les écoles, etc., qui font des prépas. Donc là, la sélection revient à un moment donné. C'est pour ça que le baccalauréat, en fait, non seulement ne sert à rien, puisque en fait, on repousse d'un an la sélection, mais en plus, il est pervers. Dans la volonté qu'on a de faire en sorte que tout le monde l'ait pour que personne ne se sente exclu, on en arrive à dégrader les enseignements précédents pour être certain que les gens soient au médiocre niveau nécessaire pour l'obtenir. Donc la suppression de bac est au contraire quelque chose de l'ordre de la salubrité publique. Parce que vous prenez acte que le bac est faible et mauvais, mais si on le restaure comme on le souhaite, alors ça devient un grand rite de passage républicain. Je sais que cette notion-là de républicain... Voilà. Elle m'est chère. Alors, par exemple, moi, je considérais plutôt que le bac, c'est un peu comme le suffrage universel. Plus personne ne vote, mais on continue à expliquer qu'un type qui s'est fait élire avec 10% des voix a été élu par l'ensemble des Français. On n'a qu'à rétablir la royauté, ce sera plus simple. On va faire la même chose avec le bac. Voilà. Donc, supprimons le bac. Il n'y a pas de rite de passage républicain. Il y a juste une exigence d'apprendre des savoirs. Et là, débarrasser de ce faux obstacle, débarrasser de ce faux rite, du coup, les professeurs ne seront pas obligés de passer leur vie à dire « Oh, l'orthographe, c'est pas grave, le calcul, c'est pas grave, l'histoire, c'est pas grave, Bossuet, on s'en fiche, on n'a qu'à étudier Daniel Pénac. Mais attends, on fait gaffe, Daniel Pénac, c'est quand même un peu compliqué. » Là, je vous trouve très ambitieux. On ne connaîtra pas le niveau de formation des gens, parce que la réalité, c'est si on supprime le bac et qu'on a des contrôles continus, par exemple, ça veut juste dire que quelqu'un qui sort de Henri IV, de toute façon, aura beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui sort d'un lycée de banlieue, ne vaudra strictement rien. Et le bac permet, parce que les contrôles continus... Mais parce qu'en supprimant le bac, du coup, on revalorise les apprentissages. En supprimant le bac, on revalorise toutes les autres filières. Mais Philippe Ménard, c'est qu'il y a un bourrage de crâne en disant... notamment chez les parents d'élèves et dans les classes populaires, il faut absolument que vous ayez le bac. Et à côté de ça, pourquoi... C'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis. Non, mais c'est important. Et je pense que c'est très important de dire ça, alors qu'il y a de merveilleux métiers, notamment manuels. La question n'est pas vraiment de savoir s'il faut supprimer le bac ou pas, c'est quand on va le supprimer. Parce que l'idée est lancée, et le bac, ça coûte très cher pour les finances publiques. Donc, de toute façon, le bac est condamné. Et pourquoi il n'est pas arrêté tout de suite? Parce qu'effectivement, comme l'a dit très bien Constance, c'est un rite d'initiation dans la vie, effectivement. Mais est-ce que c'est pour les enfants ou pour les parents? Parce que moi, je me rappelle très bien avoir un jour écrit une chronique, juste au moment où mon fils aîné passait son bac, donc ça m'avait inspiré l'écroulement des valeurs et des connaissances au bac. Je publie la chronique et j'ai une dame que je connaissais, que je publiais et qui m'a appelé, catastrophé, en disant « Mais ce que vous écrivez là, que le bac, ça vaut plus rien, mais pourquoi vous écrivez des choses comme ça ?» Je dis « Parce que madame, désolé, c'est un peu la réalité. Enfin, écoutez... » Il dit mais en quoi on va croire si le bac, pour nos enfants, ça ne marche pas? Donc c'est en fait... D'accord, mais pardonnez-moi, quand j'ai passé mon bac, il y a des articles qui disaient qu'il était dévalorisé, qu'il ne valait plus rien. 40 ans plus tard, il est toujours dévalorisé. Autre anecdote, Martial. J'ai pris l'habitude depuis des années de poser la question à tout le monde. Bien, au fait, ça vous a servi quelque chose, le bac? Tous ceux qui l'avaient m'ont lu jamais. On vous l'a demandé un jour, jamais. Et une fois, on m'a dit... ça sert à devenir étudiant. Si, on me l'a demandé une fois. Ça ne sert pas à devenir adulte, mais ça sert à devenir étudiant. On m'a dit une fois, oui, le bac, on me l'a demandé. C'était pour un boulot de caissière.
Je jure que c'est vrai. Mais Ce qui est si une- vous ne jure, rentrez c'est pas à vrai. la Ce qui est faculté une sans votre bac, absurdité pour l'instant. délirante. C'est quoi, c'est pas fait pour ça. En sociologie, par exemple, à un moment donné. Donc, On n'a pas écouté Nicolas Gauthier qui veut intervenir là-dessus, et je le laisse, et après on fera un tour de table si vous le souhaitez, parce que je vois que ça vous intéresse. Oui, d'autant plus que moi, je peux en parler très librement du bac, vu que je ne l'ai pas eu, j'ai fait comme Michel Audiard, j'ai arrêté avant. Mais vous avez vu qu'on C'est peut bon, l'avoir c'est bon. jusqu'à 77 ans, vous avez Oui. encore quelques années devant vous. Au rattrapage, le monsieur en question. Mais donc, on vit très bien ça. Non, derrière tout ça, ce qui est assez vraiment, qui est inquiétant, alors je ne vais pas faire mon Pierre Bourdieu, mais il y a quand même une reproduction des élites. Parce que c'est vrai, qui est bac ou simple contrôle continu, celui d'Henri IV vaudra toujours mieux que le lycée de Bondy. C'est pas exact non plus ce que vous dites, non, pardonnez-moi, c'est mais disproportionné. dans les grands lycées de ce le bac type-là, est le même. pour avoir 10 sur 20, il faut se servira pas sortir les davantage, dents. de toute façon, à personne. Non, On ne non, donne pas 19. ça sera encore pire, puisque le bac est malgré tout il y a un critère commun. Non, mais une égalité. Donc un bon élève de Seine-Saint-Denis qui a une mention très bien, il n'est pas corrigé par des profs de Seine-Saint-Denis. Donc du coup, ça revalorise son niveau, évidemment. non, C'est un tronc anonyme et commun. De manière générale. Laissons le bac pour pas désespérer la ménagère de 50 ans, voilà, c'est On bon. peut pas dire quelque chose ne fonctionne pas, donc on le supprime. Je veux dire, si on pousse cette logique jusqu'au bout, il y a de moins en moins de mariages, on supprime le mariage, la France, elle nous plaît pas tous les jours, on supprime la France. Enfin, je veux dire, c'est ce côté-là. Enfin, pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse simplement revaloriser le baccalauréat, le bachot, comme on l'appelait autrefois? C'est possible, il suffit simplement d'en avoir la volonté, de considérer que l'orthographe vaut quelque chose, que l'histoire, que Gérard voilà, Arnaud, c'est tout. Gérard Arnaud, c'est un peu que bien lorsqu'on sûr. parle des gens de lui, l'assimilation des immigrés, ça ne marche pas. Oui, mais vu qu'on ne la fait pas fonctionner, c'est comme dire une voiture, elle n'avance pas. Oui, mais si on ne fait pas le plein, qu'on Bah, met c'est pas le comme le contact, bac. ça va être C'est comme la le même bac. chose. Mais donc, On fait pas vous fonctionner voulez le finir bac, avec moi. C'est quand voilà. même assez paradoxal de voir que, globalement, les 68 arts sont encore aux commandes, qu'ils commencent à penser à la retraite. Et il y a une hypocrisie chez eux, c'est qu'ils ont bazardé les valeurs bourgeoises, mais eux en connaissaient les codes. Ils ont même parfois transmis à leurs enfants. Et dans le même temps, vous parlez de Bossuet, mais il y a une forme de mépris de classe. Son Bossuet, c'est trop bien pour eux. Ben oui, c'est ça. Il y a un mépris de classe extraordinaire, et ce qui fait par qu'on exemple. reproduit, parce qu'il n'y a pas que le bac et l'université dans laquelle on va aller, mais dans les grandes écoles, il y avait jusqu'à pas si longtemps, jusqu'à, je crois, le chiffre, plus de 20% d'enfants d'ouvriers. On est tombé à moins de 10 aujourd'hui. Il y a moins d'ouvriers aussi. Ou de bas de classe moyenne, si vous préférez. C'est-à-dire la méritocratie est en panne, et on voit effectivement des élites, parce qu'il n'y a pas que le bac et les études, il y a aussi le patrimoine culturel des parents, les réseaux, les cartes d'adresse, et donc c'est les gens les plus égalitaires qui veulent effectivement tout pour tous, comme vous disiez, mais qui sont en fait dans une espèce de faux élitisme, parce qu'un élitisme ne les concerne qu'eux. Effectivement, ils ne partagent pas. On a vu les baby-boomers, ceux qui ont fait 68, capter tous les pouvoirs dans la communication, les médias, dans la politique, en empêchant les autres d'y entrer. Et de temps en temps, c'est vrai, on fait une exception, on hisse un Jamel Debbouze pour montrer, regardez comme ça fonctionne bien, quoi. Et là, il y a quand même vraiment le problème, c'est que, en plus, l'éducation nationale était une des gloires de la République. Elle n'en a pas tant que ça, mais au moins, elle avait celle-ci. Jamel Debbouze, mon cher Nicolas, C'est les égalitaristes Jamel qui ont Debbouze qui a tué. déclaré, puisque Arnaud Floch parlait de l'orthographe, à 100 000 euros par mois, l'orthographe, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça allait C'est vraiment merveilleux, c'est tellement révélateur du rapport à la culture et à ce qu'on pourrait demander aux... Ah, Nicolas Gauthier, vous voulez terminer? Parce que Non, comme non, je vous avais coupé la parole, Oui, je veux dire, effectivement, mais c'est un grand classique depuis le Tartuffe de Molière, qu'on n'enseigne plus non plus. Oui, c'est de l'hypocrisie. On est égalitaire d'un côté, mais en fait, il y a Ce sont les toujours... égalitaristes qui ont Voilà. tué, en fait, la Qui ont seule tué. moyen d'égalisation Qui est des de- niveaux en D'égalisation France. d'égalisation par le haut. Par le haut. D'égalisation par le haut. J'ai Ils désespéré sont trop beaucoup bêtes, avec le du bac. coup, Je peux alors qu'on donner fait une de note littérature, positive ils sur le comprennent bac? pas. Oui. Mais Ah. nous, par contre, on l'a fait. Attention, Constant. Dixit, un prof de philo à qui je posais la question, en disant mais on critique le bac et tout, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le niveau s'est vraiment écroulé et tout? Lui il m'a dit c'est très simple. Il a pris la date, je crois, de la fin de la guerre. Je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas combien de gens passent le bac aujourd'hui et combien ont passé en truc. Donc mes chiffres sont inventés. Il disait il y avait 5000 jeunes qui avaient le bac en 45. Aujourd'hui, il y en a 105 000. Il y a toujours 5000 étudiants qui ont le niveau du bac. Voilà. Ouais, c'est ça.
C'est les mêmes, ça bouge pas. En plus, pour finir, on étire les études. Je me souviens quand j'étais jeune, donc ça remonte assez longtemps. Quelqu'un qui avait fait bac plus 5, on le regardait, c'était vraiment quelqu'un. Aujourd'hui, des bac plus 5, mais c'est quasiment la norme. Hein. Et il y a ce qui développe aussi pour essayer de contenir les méfaits de l'éducation nationale, c'est le privé qui recrute de plus en plus, c'est le soutien scolaire, les trucs genre Academia. Et comme toujours, il y a encore des filières royales dans quelques grandes écoles, mais comme je l'ai dit à l'instant, il n'y a plus d'ouverture. Il y a un mot qui n'est jamais prononcé, c'est le mot de sélection. Et je veux dire, il faut l'accepter. Le bac, autrefois... Oui, mais bien sûr, mais c'est devenu un gros mot. Mais le baccalauréat, à l'origine, c'était ça. On sélectionnait les meilleurs élèves qui ensuite allaient faire les meilleures études. C'est tout. Je veux dire, voilà, on les préparait. Voilà, et aujourd'hui, il y a un boulot qu'on est en compétition avec 10 personnes. Oui, c'est une forme de sélection. Et donc, c'est le mot sélection qui a disparu aussi du langage courant, des usages pratiques, en tout cas pour le commun des mortels. Voilà, effectivement, c'est tout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Arnaud Folk, quand même, que ce sont pour la première fois les professeurs qui ont flingué le baccalauréat? Cette grève des corrections, c'est vraiment le meilleur moyen. Alors, on avait déjà la fraude, on sait comment on peut lutter contre, il suffit de revenir au niveau local. Il y avait déjà la gabegie, il y avait la tricherie généralisée, il y avait la dépréciation du diplôme, et là, la grève des corrections. Est-ce que c'est pas le plus grand cadeau qu'ils viennent de faire à Blanquer, qui lui veut bien évidemment un contrôle continu? Ça fait des années que les professeurs eux-mêmes se suicident. Et ils suicident leur savoir, suicident ça va être terrible pour leur l'enseignement. C'est pas quelque chose de nouveau. Le professeur qui a commencé à se faire tutoyer par son élève, le professeur qui considère qu'effectivement les savoirs importants, c'est finalement pas si important que ça, etc. Au bout du bout, effectivement, on en vient à faire la grève le jour du bac. Mais je veux dire, quelque part, ça, encore une fois, c'est la corrections dont on sait la qu'ils guerre sont payés, des corrections, tout à fait. Mais c'est une lente, c'est une lente décrue du pouvoir et de la discipline. Sur le fond, c'est-à-dire que évidemment que les profs sont responsables d'une grande partie de ce qui arrive aujourd'hui, puisque c'est eux-mêmes qui ont milité pour ce genre de choses. En revanche, ils ont fait depuis des décennies des attouchements pédagogiques sur la jeunesse. Mais c'est très juste. Mais en revanche, la question de la grève, la question de la grève des corrections, j'en ai parlé avec un ami prof justement récemment à ce sujet-là, il n'y a pas eu de grève des corrections. Enfin, la question, ça a été certains des profs qui sont opposés aux réformes proposées par le gouvernement de Macron et qui sont a priori 80% à être opposés. Certains des profs ont pris en otage ce bac, ce que je trouve en effet des méthodes qui ne sont pas tout à fait loyales, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne corrigeaient pas. Les notes ont été mises. Ils ont simplement dit qu'ils ne rendraient pas les copies à l'heure, pour pouvoir négocier avec un gouvernement qui ne négocie avec personne. Ce gouvernement n'a pas voulu négocier non plus avec eux, et du coup a préféré mettre des fausses notes plutôt qu'attendre 2 jours de plus, de manière à monter la population contre les profs. Donc c'est comme ça qu'il s'est passé aussi réellement. Les profs n'ont pas fait de grève de correction. Ils ont retenu les notes. Et Macron a dit, moi je négocie pas, on va faire des fausses notes à la place. Donc il y a quand même, quelque chose d'assez dingue. Vous êtes d'accord avec moi, Romaric, que par cette démonstration, ce coup de force ou cette démonstration de force, eh bien, on aboutit à ce que Blanquer souhaitait, c'est-à-dire la disparition du bac et la mise en place du contrôle continu. Là, cette fois-ci, ils ont gagné. Ils ont gagné. Vous avez raison, Martial, mais en même temps, toutes les histoires qui sortent là, à l'occasion de la grève des profs, et qu'on entendait à bas bruit les années précédentes, qui étaient de dire... On nous a forcé à passer de 10 à 13. On nous a expliqué que ce bloc de copies, la moyenne devait être de 9,82. Autrement dit, on est en train de découvrir que la manière de noter le bac était juste absolument aberrante et enfin, méritait à elle seule un roman qu'un jeune auteur talentueux pourrait choisir comme sujet. Romaric, Non, mais ça, c'est un des mérites de cette grève-là. Et cette grève-là fait éclater la manière dont le bac n'était plus qu'un sépulcre blanchi. Que ça profite à Blanquer, évidemment, c'est énervant, c'est un ministre de Macron. Mais ça va surtout profiter à tous ceux qui avaient pris l'habitude, surtout, de ne pas du tout tenir compte du bac, justement dans la sélection. Vous aviez votre bac, on n'en avait rien à talquer. Vous aviez votre licence, on n'en avait rien à cirer, en fait. On est obligé de faire ses preuves en ayant un Master 1 et un Master 2. On arrive sur le marché du travail, on est payé 1 500 € dans le meilleur des cas. Après avoir fait 5 ans d'études, on vous a expliqué que vous étiez génial. Et au bout de 3 mois, on vous explique qu'en fait, vous n'êtes pas bon. Voilà, et parce que vos diplômes n'ont aucune valeur. Et donc,
avec ça, il y a un peu de chance pour que la sélection se fasse sur des bases plus raisonnables. Enfin, Et c'est pas la revalorisation du bac qui va y aider. C'est quand Constance, même après, on arrête, parce que là- marrant et très paradoxal que vous considériez une situation triste comme acquise. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit d'encore... Ça fait 250 ans que je vis en République. D'accord. alors, Est-ce qu'on a encore... Vous noterez qu'il ne fait pas son âge, donc. Non, pas du tout. Il fait même pas royaliste d'ailleurs quand on le voit. Mais est-ce qu'on a encore le droit Remettre encore le bac. Voilà. Mais évidemment, encore une fois, c'est quelque chose. C'est une institution, c'est quelque chose qui a une vraie valeur dans l'esprit des gens. Il y en a encore si peu. Si vous dites le bac, Je suis désolé, Philippe. Ce que dit Arnaud a raison, c'est que les jeunes qui passent leur bac, Ça existe. eh bien, même s'ils savent que c'est pas exactement qu'il y a de la gabegie, Ils en sont trichent, fiers. etc., ils sont quand même assez contents. Moi, j'ai jamais vu personne Il faut remonter le niveau du bac, sachant que les professeurs aujourd'hui sont les mauvais élèves d'hier. Le niveau des profs est lamentable. Ils vont pas remonter le niveau mais des ils sont élèves. toujours meilleurs qu'un bachelier. Oui, enfin, et les prochains profs, ce seront les bacheliers d'aujourd'hui. Je donne la parole une seconde à Constance, je lui ai promis et je ne lui ai pas donné, donc si vous voulez Oui, conclure. je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Ménard. Effectivement, un des mérites de cette grève, c'est qu'elle a fait sortir un nombre hallucinant de témoignages sur les conditions iniques dans lesquelles se font la notation des bacheliers, etc. Le problème, c'est toujours le même, c'est que les profs ne font pas grève pour les raisons pour lesquelles ils devraient faire grève. Ils devraient faire grève sur l'abêtissement des programmes, sur les méthodes pédagogiques, et ils les font toujours sur des questions de statut, etc. Et on veut plus de moyens, de toute façon. La question des moyens, et jamais sur des questions de fond, qui est la question de la transmission. Mais au moins, si ça a pu permettre à certaines personnes de réaliser les conditions dans lesquelles ce fameux diplôme est donné, c'est déjà quelque chose de positif. Bac, le gouvernement trop directif selon certains enseignants et on en grève, bien évidemment. Question existentielle du ministre de l'Éducation, enseignement de l'instruction, to bac or not to bac. Plus de droits de l'homme. Il faut me les donner à temps, pour la rentrée de septembre, il faudra me les donner à temps, M. Ignace. Plus de droits de l'homme au bac, on est de moins en moins discriminé avec, bien évidemment, le fameux bonnet d'âne qu'on retrouve avec la tendance inverse. Il est de plus en plus difficile de louper son bac. Et puis, référence non pas à Audiard, mais à Jean-Yann, avec tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Trop cool, Jean-Yann Blanquer, tout le monde il est bac, tout le monde il est gentil. On se retrouve tout de suite. En 1982, lorsque vous avez 20 ans, Arnaud, le gouvernement Mauroy vire à gauche toute. L'année commence avec la création de l'impôt de solidarité sur la fortune. Rapidement sont instituées la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. 6 mois plus tard, la politique idéaliste du gouvernement d'union de la gauche explose en plein vol, confrontée aux réalités économiques. Et c'est le premier plan de rigueur. Les taux d'intérêt sont à 12%, le franc est dévalué de 5,75%, les prix et les salaires sont bloqués. 15 000 chefs de PME manifestent contre la politique économique du gouvernement. Le 12 octobre, c'est au tour des commerçants et artisans de descendre dans la rue. L'année se termine avec une hausse fiscale de 21 milliards de francs et une majoration de 15,6% de l'impôt sur le revenu. Du 2 avril au 14 juin, c'est la guerre des Malouines. Les Argentins avaient envahi ces îles voisines appartenant à l'Angleterre, persuadés que le royaume britannique ne se lancerait pas dans une aventure à 13 000 km de Londres. Erreur! C'était sans compter sur Margaret Thatcher, surnommée à juste titre la Dame de Fer. Alors que son entourage lui déconseille d'intervenir en pleine guerre froide, elle décide de récupérer ces îles, certes de taille très modeste, mais couvrant un espace maritime de 3 millions de kilomètres carrés, proche de l'Antarctique, qui déborde de richesses inexploitées. Le monde entier suit les préparatifs militaires comme une série télévisée. 5 semaines plus tard, l'armada britannique composée de 50 navires débarque et écrase l'Argentine en moins de 3 semaines. 1982, c'est aussi le début de la fin de l'ère glaciaire communiste. Le 10 novembre, le chef du bloc soviétique Léonid Brejnev décède. Son successeur, Yuri Andropov, est l'ancien chef du KGB, le service de renseignement communiste. 4 jours après sa nomination, le leader syndical frondeur Lech Walesa est libéré et rétabli au chantier naval de Dansk.
Andropov lance une bombe politique en déclarant « Les assemblées électorales du parti obéissent à un scénario établi d'avance, sans débat sérieux et franc. Les professions de foi des candidats sont déjà prêtes pour la publication. Toute initiative ou critique est étouffée. Désormais, rien de tout cela ne saurait être toléré. Le ton était donné, c'était le début de la perestroïka, qui sera poursuivie par Gorbatchev jusqu'à l'écroulement du bloc soviétique. » Le 21 juin, c'est la première édition de la Fête de la musique que l'on attribue injustement à Jack Lang. La Fête de la musique a été imaginée par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait à France Musique. Son projet voit discrètement le jour en 1976 à Toulouse et à Paris. En 1981, le ministre du Temps libre reprend l'idée pour marquer l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Ce n'est que l'année suivante que Jack Lang lui donne sa véritable dimension. La Fête de la musique française sera imitée par une centaine de pays dans le monde. En 1982, la chanson numéro 1 en France est Chantée par Kim Wilde, Cambodgia n'est pas une chanson sur la repentance. Elle raconte l'histoire d'un pilote de l'US Air Force abattu par un missile au Cambodge. Cette chanson consacre l'avènement de la New Wave où les instruments habituels sont remplacés par des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Fini les solos de guitare, les t-shirts mouillés et le feeling suintant. Place à l'électro-chic et au dandysme. La New Wave, tout comme la pulpeuse Kim Wilde, sont des enfants de l'Angleterre. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, la New Wave rencontre encore un certain succès, alors qu'en 82, aucun ado ne vibrait au tube de l'été 1942. Et pourtant, il y a le même écart de temps. En 1982, tout le monde attendait la sortie de... Voici Mad Max 2, le défi. La suite de Mad Max reprend le style western dans un univers d'apocalypse. L'idée de la fin de la civilisation occidentale est présente partout, comme si la fin de l'ère du pétrole débouchait nécessairement sur le retour à la sauvagerie. Dans ce deuxième volet, Mel Gibson incarne à merveille le rôle du sauveur rebelle. Mad Max est sûrement le meilleur film post-apocalyptique tourné à ce jour. Son succès étonnera le landerneau du cinéma, à commencer par George Miller, son propre réalisateur. Alors, le virage à gauche manquait. La guerre des Malouines, la fin de l'ère glaciaire communiste, mais aussi la première fête de la musique, la sortie de Cambodgia, point culminant de la New Wave, et le triomphe de Mad Max 2. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ? Cette année-là, quelle année cette année-là, diraient nos amis de Éléments pour leur émission Cette année-là sur TV Liberté. Vous savez qu'il y a une émission qui s'appelle Cette année-là sur TV Liberté. Vous l'apprenez. Vous l'apprenez ? Vous passez quelques fois. Voilà. Et vous animez sur TV Liberté Cette année-là. Cette année-là, pour vous, c'est 1982. Vous avez 20 ans et vous faites quoi de votre vie ? Écoutez, il y a deux choses dans lesquelles je me retrouve un petit peu là-dedans. Alors, Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans ? Où étiez-vous ? Répondez alors, à la écoutez, question. Je vais être au lycée Montaigne. À Paris, donc un lycée bourgeois, je précise, et gauchiste. Tout à fait. Et de gauche, Je m'apprêtais, non, j'ai passé mon baccalauréat après le cours Charlemagne. Alors, tu vois, encore, c'était quelque chose de plus bourgeois encore. Mais j'avais effectivement, comme tous ces jeunes qui sont dans ces lycées, dans ces boîtes à bac, je vivais pour la bringue et l'anticommunisme. Voilà, moi, c'était les deux choses. Mais d'ailleurs, le milieu allait très bien ensemble. Et c'est pour ça que quand vous dites 82, mort de Brejnev, début de la perestroïka, etc., c'est totalement faux. Je veux dire, à l'époque, le communisme, mort de Brejnev, on n'imaginait pas du tout. Je rappelle que quelques semaines avant, François Mitterrand n'imaginait même pas que le mur de Berlin puisse tomber. Donc, pour moi, c'était ça. Mais je ne pense pas être très original là-dedans. Je sortais beaucoup. Donc, allez. Bon, écoutez, le premier, c'était j'allais dans des boîtes de nuit qui n'existent plus aujourd'hui. Mince, bon sang, là je suis... Non, pas le palace. Tout le monde souffre dans la salle, tout le monde a sa boîte de nuit, alors semble-t-il. Écoutez, voilà, j'étais vraiment... Je pense que j'ai dû inviter tous mes copains par la suite, y compris ceux de Minute, il y en a quelques-uns ici, à aller au Select boulevard Montparnasse, goûter le Pierrot, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était rhum blanc, whisky, bourbon et sherry. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait une feuille de menthe et un glaçon à l'intérieur. C'est quelque chose, on considérait quand une jeune fille acceptait d'en boire un, quand elle l'avait fini, effectivement, c'était gagné.
gagné. Voilà, ça c'était le reste. J'espère pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vois parmi les jeunes de la cocarde étudiante, il y en a qui prenaient des notes, c'est formidable. Alors, je vous précise, le Select existe toujours. Le Select existe toujours, c'est une très belle institution. L'apéritif n'est plus, ce digestif n'est plus sérieux. Allez. Il a disparu de la carte. Je vous promets, j'appelle le propriétaire du Select pour lui demander. Alors, finir quand même, hein. donc, à gauche toute, la guerre des Malouines, le début de la fin de l'ère glaciaire, donc le début de la fin. Hein, c'est pas le tout début de ce qui annoncera la fin du communisme. Oui, enfin, la mort de Brejnev, regardez les images de la mort de Brejnev, derrière c'est Andropov, je veux dire, on était loin, effectivement, d'en finir. C'était, effectivement, ben voilà, des années où, à la fois, voilà, on faisait la fête, on s'amusait beaucoup, et en même temps, effectivement, on avait une conscience politique, notamment du fait de l'anticommunisme, et ça a été les deux moteurs de ma vie à ce moment-là. Et j'étais, je veux dire, très heureux. Quand je dis que Audiard a la nostalgie de la France d'avant, j'ai la nostalgie aussi, évidemment, de ma jeunesse. J'étais très heureux à ce moment-là. Et la guerre des Malouines, parce qu'il y avait des sentiments partagés, différents, mais là, je vais contradictoires. différent de tout le monde. Il y avait ceux qui se défendaient la Grande-Bretagne, parce que c'est la Grande-Bretagne. Moi, j'étais pour Thatcher. Oui, moi, j'étais pour l'Angleterre. Que la perfide Albion, c'était quand même une petite leçon. J'étais pour l'Angleterre. Le fait, c'est qu'un missile Exocet a coulé un bateau anglais. Là, c'était un grand moment. Il y avait eu un dessin de presse génial où il y avait un requin qui était en train de manger un Anglais avec marqué parfumé aux herbes de Provence. Mais c'était génial. C'était génial. Moi, j'ai vibré, là. Martial, ayant vécu en Argentine, ayant visité dans le Terre de Feu en 90, j'étais très jeune, je me souviens d'autocollants Malvinas son Argentinos, ou Argentinas, je ne me souviens plus. Donc moi, j'ai plutôt de la sympathie pour les Argentins. Et puis Videla était sympathique. Mais alors, pour le coup, à l'époque, je reviens à la politique française, je veux dire, tout le monde, alors le grand conformisme, il était d'être pour l'Argentine. Alors là, effectivement, le gouvernement de gauche, vous parliez du gouvernement Mauroy, etc. L'Argentine, c'était une dictature quand même. Mais bien sûr, c'était tout à fait. Mais C'est l'Angleterre quand même. L'ennemi, il est anglais à la base. Laissez l'invité en parler. À l'époque, il faut se souvenir que Thatcher en Angleterre, elle était au plus bas dans les sondages. Bon, elle fait cette guerre, elle l'emporte, elle gagne après très largement les élections, et qu'en France, mais Thatcher était la détestation de ce qu'on appelait à l'époque les socialo-communistes. Il faut quand même se souvenir effectivement de cette époque. Non, mais c'était effectivement la détestation absolue. Donc, je vous ai dit que moi j'étais très anticommuniste, donc je me réjouissais de ceux qui faisaient la nique effectivement à la France communiste socialiste de l'époque. Alors, voilà, c'est peut-être un peu simplet, mais c'était comme ça que je réagissais à l'époque. l'époque. Puisque vous faisiez la bringue, j'en déduis que, bien évidemment, sur l'aspect culturel là, évoqué par Arnaud, la première fête de la musique, vous y étiez et vous écoutiez, parce que vous ne pouviez pas passer vos nuits sans Kim Wilde. Écoutez, j'aurais bien aimé en tout cas à l'époque. Hein. Mais j'aurais bien aimé, mais je n'étais pas, en revanche, je n'ai jamais été un fan de musique anglaise pour une bonne et simple raison, c'est que d'abord, je ne parle pas l'anglais, que pour moi une chanson, ce sont d'abord les paroles. À l'âge de 10 ans, c'est plus le cas aujourd'hui malheureusement, mais je connaissais absolument par cœur une trentaine, quarantaine de chansons de Brassens. Donc j'ai toujours aimé ces chansons-là, et quand, ma foi, je dansais en boîte de nuit comme tout le monde. Sur Brassens. Non, c'était évidemment pas sur Brassens. Vous aviez vu beaucoup de vos cocktails. Voilà. Mais peu m'importait en définitive la chanson, effectivement, de la chanson qui passait, ce qui était pour vous, qui effectivement l'ivresse et la joie du. Non, Brassens c'était tout seul. Donc on remballe Kim Wilde. Tranquille. Non, on remballe pas la fille Kim Wilde qui reste, qui est magnifique. Mais iconique. Effectivement, iconique, la chanson, effectivement tout le monde la connaît aussi. Mais ça n'a jamais été moi, ce qui explique peut-être aussi je suis cohérent avec moi-même depuis toujours. Je continue effectivement à préférer les chanteurs, la chanson française, y compris d'ailleurs la chanson populaire française que mes parents m'interdisaient d'écouter à l'époque, quand j'étais un petit peu plus jeune, 16-17 ans. Mais je considère que la chanson populaire française, les Sardou, les Dassin, etc., ça fait partie effectivement de notre culture. Mais parce que ça, mes parents m'avaient poussé dedans, Brel, Brassens ou autres, et Kim Wilde en fantasme, oui, comme tout le monde. Voilà, donc Jean-Pax Meffray. Le première fête de la musique. Aussi,
mais tant mieux. Plus tard. La première fête de la musique. Vous y étiez là, bah oui, forcément. Je- C'est sympa la fête si- de la si- musique. Si, hein, si c'était honnêtement. un samedi soir, j'imagine Si que on- j'étais si dans on la se rue. souvient trop bien, ça veut dire qu'on n'y était pas, hein. Voilà, moi je n'ai aucun souvenir particulier. Je me souviens du tintouin médiatique autour de cette première fête de la musique. Ça, effectivement, je me souviens pas particulièrement de ce jour-là, mais bon, tous les samedis, tous les vendredis, de toute c'est un façon, rite de passage de l'été. on était dehors. Hein, oui, Constance. oui. Écoutez, moi, C'est sympa. c'est pas. Bon, en tout cas, vous voyez, à la limite, entre ce qu'elle était au départ et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tiens, même là, on peut considérer qu'elle a évolué, qu'elle a changé, à la fois sur le fond et sur la forme. Aujourd'hui, vous avez des groupes absolument partout, ça fait du boucan. À l'époque, effectivement, il y avait vraiment des gens qui essayaient de faire passer leur musique. Il y en avait beaucoup moins, et je pense qu'effectivement, c'était une bonne initiative. Voilà. Et Mad Max 2, qui suivait bien évidemment Mad Max 1. Oui, ben, j'avais vu Mad Max 1, je ne suis pas sûr d'avoir vu Mad Max 2, j'étais pas un fan du tout de ce genre de film. Pourtant, à cette époque-là, on est en Ouais, plein je dedans, sais bien, hein. je sais bien, mais écoutez, moi j'étais effectivement sans doute plus film d'Audiard. Je n'ai jamais été un fan ni des films de science-fiction, ni des films d'anticipation, etc., etc. Non, qu'est-ce que je suis un vieux réac conservateur, Non, mais c'est pas grave, hein. c'est horrible à dire, Non, mais non, mais plus c'est je pas vieillis, nécessaire plus je de le se soigner. deviens. Et puis, c'est pas nécessaire de se soigner. Mais j'ai pas comme Nicolas Gauthier, que je connais depuis fort longtemps, cette capacité à être effectivement dans la France d'avant par certaines choses, et puis effectivement dans un univers toujours très moderne. Alors le mot moderne, il n'y a rien de plus réac et de plus anti-moderne que de dire ça, mais effectivement, non, moi j'ai toujours été, et pour en témoigner, assez ancré dans un certain nombre de choses, excepté pour le comptoir. Voilà, ça, il faut bien reconnaître. Voilà. Eh bien, écoutez, dans les années 80, vous allez voir qu'on va faire une transition remarquable. Dans les années 80, il y a aussi les films de Jean-Yann, ils sont importants. Jean-Yann, que j'évoquais il y a quelques instants à travers un dessin d'Ignace, trop cool, Jean-Yann Blanquer, tout le monde il est bac, tout le monde il est admis. Et non pas il est gentil, c'est bien évidemment le titre de Jean-Yann. Voilà, j'ai réparé Ignace, merci. On se retrouve maintenant dans quelques instants pour retrouver notre second sujet, comment se porte la culture française. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Comment se porte la culture française ? Emmanuel Macron voulait faire de la politique culturelle française une priorité. Cependant, elle ne fait pas partie des sujets retenus par le président dans le cadre du grand débat. Est-ce un simple oubli ou la continuité du propos du candidat Macron en février 2017 ? Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. En définitive, comment se porte la culture française ? Et on se retrouve sur ce plateau de Bistro Liberté avec le directeur délégué de la revue Valeurs Actuelles qui titre cette semaine l'armée française, la fabrique des héros. Avec la montée de l'islamisme, les Français redécouvrent la valeur de leurs soldats. Et puis bien évidemment, si vous nous rejoignez seulement en cours d'émission, nous avons évoqué ce hors-série à succès de Valeurs Actuelles, collection Le Spectacle du Monde. J'aime beaucoup ce titre, Le Spectacle du Monde. La France d'Audiard. Voilà, découvrez cette France d'Audiard pendant tout l'été. C'était une France qui s'en va, c'est une France qui disparaît. Mais le droit à la nostalgie est encore autorisé dans notre pays pendant quelques instants. Profitons-en. Comment se porte la culture française ? Dans ce qu'a dit Macron tout à l'heure, il n'a pas parlé. Voilà, il a C'était cité. 5 février 2017. Voilà, il a cité la culture française. Il a dit la culture française n'existe pas. Mais tout est dit. Je veux dire, encore une fois, dans le mot culture, c'est comme le mot liberté tout à l'heure dont on parlait. On peut tout dire et rien dire. Il y a une certaine forme, il y a une certaine culture qui est aujourd'hui absolument interdite de célébrer. Un certain nombre d'écrivains, quand dans le journal, on a passé, il n'y a pas très longtemps, un texte inédit de Brasillac, qui n'était jamais sorti nulle part, mais ça nous a valu des ourvaries généraux. On oublie que Brasillac, on peut avoir été un grand écrivain, on peut avoir eu telle ou telle position. Moi, c'est cette position que je défends. Quand on parle aujourd'hui de culture, je crains effectivement que, comme la liberté, ce soit une culture à sens unique, réservée à quelques idées particulières, et qu'effectivement, tout un pan de notre culture disparaît. Et la culture, c'est comme la
liberté. Beaucoup en parlent, mais la vérité, c'est que la culture est beaucoup plus vaste et la culture induit d'accepter un certain nombre aussi d'idées. Tous nos grands intellectuels n'ont pas été que Sartre et les intellectuels de gauche. Donc la culture française, évidemment, existe profondément, viscéralement. Pour ça, il faut d'abord aussi aimer l'histoire. Mais aujourd'hui, pour nos élites, pour nos enseignants, pour nos ministres de l'Éducation nationale, c'est quelque chose effectivement qui n'existe pas. Et ils sont cohérents avec eux-mêmes quand ils disent ça. Macron est très cohérent avec eux. Il faut être exact, il a démenti cela, il est revenu, il n'a pas démenti, il est revenu sur ces propos-là dans le Figaro quelques jours plus tard en disant qu'il y avait une culture française. Il est revenu aussi sur sa déclaration sur le crime contre l'humanité de la France dans les colonies, etc. C'est exactement de la même manière. Voilà, c'est ce qui est resté. Et sincèrement, un type comme Macron, on sait très bien, pour connaître le personnage, le parcours, on voit très bien effectivement de quel côté il penche réellement. Effectivement, moi, je pense, Martial, aussi qu'il y a un sous-entendu quand Macron dit qu'il n'y a pas de culture française. On pourrait s'accorder pour dire qu'en effet, la culture française est un composé à la fois gréco-latin, celte, germanique, etc. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a en effet... Ce n'est pas figé. Écoute, François est un composé aussi, il existe entre Olivier et François. Le problème du sous-entendu Macron, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de culture française, il ouvre la voie à une indéfinition de cette culture française, qui est une culture européenne, faut-il le dire, et que dans cette culture, il y a des cultures en France, donc il y a des cultures africaines, maghrébines, je ne sais pas de quelle autre culture on pourrait parler, mais en fait, asiatique. C'est asiatique, pourquoi pas, mais elles sont tout à fait respectables d'ailleurs, ces cultures, mais la culture française, il faut toujours rappeler, française et européenne. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, où c'est vrai qu'il y a un problème peut-être avec la France, qui est une merveilleuse construction politique, mais qui doit avoir une forme, mais aussi un fond, et ce fond, il doit rester européen. Qu'est-ce que vous voulez dire, Olivier ? Vous voulez dire en gros qu'il a l'idée de mélanger toutes ces cultures dans une marmite. Mais quand il dit qu'il y a des cultures en France, on sait très bien à quoi ils vont en arriver, c'est-à-dire de désubstantialiser, Ils ne pensent pas aux cultures bretonnes, aux cultures voilà, ils ne pensent pas aux cultures bretonnes, alsaciennes, corses. Même aux cultures antillaises, qui font partie de la culture française. Culture antillaise, si vous voulez, etc. Soyons francs, on n'y pense pas du tout non plus. Vous me pardonnerez. Quand vous dites, je pense qu'il y a une grande culture française aussi. Quand vous dites culture française, vous parlez de Bossuet, vous ne avez pas cité Pierre-Jacques Azéliaz. Ah oui, mais alors moi, je vais vous dire une chose. Et les travaux de la ville marquée. Mais attendez. Sur les poèmes mais qui font partie de la culture française. Oui, je sais pas. Moi, bien sûr, il y a des trucs, il y a du folklore. Voilà, il y a certainement. Le roman arthurien, la légende arthurienne. Lui, il est passé dans la culture française. Il est passé dans cette catégorie-là. Il a des racines folkloriques. La culture française, c'est la distillation. C'est une culture qui est peut-être européenne au sens où la France est un pays d'influence, où on reçoit énormément de choses, on les distille, on les transcende, on les restitue, voilà. Alors, sachant que, mon cher Philippe, surtout, on les tempère. Mon cher Philippe, on n'a pas un amour du fait brut gothique en Alsace, je suis bien d'accord, ni de la paysannerie alsacienne, permettez-moi, Philippe, ni des cutéreux de Guyenne, ni des Phéniciens de Marseille. Philippe, on s'en fout. Permettez-moi de dire, je ne mets évidemment pas au même niveau Bossuet et la bourrée. J'espère. Voilà, je suis bien d'accord. Mais malgré tout, vous savez, Charles Péguy a de très belles phrases et de très beaux textes où il explique qu'un génie, c'est aussi quelqu'un qui sort d'un humus et qui est nourri par tous ces peuples qui sont derrière lui. Il n'est pas nourri par les peuples, il est nourri parce qu'il a précédé. En plus, je ne suis pas d'accord avec vous pour mépriser, vous parlez avec dédain de Jacques Azélias, mais la culture populaire a aussi ses lettres de noblesse. Et il n'y a pas hiérarchisé forcément entre Bossuet et la culture populaire. Il y a effectivement, en ce sens-là, oui, il y a une culture peut-être plus globale, mais la culture populaire... On est là avec Audiard. Audiard, on nous dit que, et merci de l'avoir dit d'ailleurs, qu'il a regretté toute sa vie de ne pas être un grand écrivain, que les conversations qui l'intéressaient étaient les conversations d'écrivains. En couverture de ce hors-série excellent, il y a le nom de Blondin, par exemple. Non, la culture française, c'est une culture de la verticalité, c'est une culture de la hiérarchie, c'est une culture où on décide que San Antonio, c'est un peu moins bien que Céline. Et après, il y a une tentation, notamment chez les Maurassiens, et j'ai beaucoup de respect évidemment pour quelqu'un que je considère comme un maître. Et Maurras est un des plus grands écrivains français. Qu'on l'invite. Qu'on l'invite évidemment. Mais il y a une tentation à réduire, à mon avis, chez certains Maurassiens, la culture française au classicisme du XVIIe siècle. Absolument.
Absolument. Et quand on regarde, par exemple, La littérature Brige aussi. voilà, et d'abord il Non, était c'est fait la littérature locale de provençale. mais c'est Laurent. Tous en même temps, pas tous en même temps, sinon personne ne s'entend. Et on ne la nous entend pas. littérature française au XIXe siècle a été nourrie par ce grand mouvement de romantisme, qui était d'ailleurs un grand mouvement européen, qui était autant serbe avec Vuk Karadžić que français avec Nerval, avec Charles Nodier, etc., a rompu avec quand même cette sécheresse classique où il y a eu des grands écrivains. Je ne vais pas dire que Racine ne sait rien, mais à un moment donné, le romantisme a un peu ouvert les fenêtres, et le romantisme a ouvert les On fenêtres. donnera la parole. Je donne la parole à tout le monde. Je redonnerai. C'est La promis. culture, ce n'est pas cette élite. Enfin, moi, je vous trouve tellement dédaigneux. Là, quand vous parlez de l'Auvergne, quand vous parlez de tout... Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez parlé avec des vieux Auvergnats? C'est surtout, est-ce qu'ils l'ont gardé un peu? Mais voilà, mais il y en a encore qui le conservent. Et comment voulez-vous qu'ils aient envie de conserver ça si même des gens qui vous prétendaient effectivement de ce monde, de ce défenseur de la France, vous-même, mais vous méprisez cette chose-là. Mais c'est incroyable. Mais il y a des gens qui ne sont Si pas vous êtes allés. méprisant. Mais bien sûr, mais méprisant incroyablement. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui effectivement n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de connaître effectivement Bossuet aussi bien que vous, etc. Mais ils connaissent la terre de France. Mais c'est pas contradictoire. Ce sont les deux. Mais ce n'est pas un qui doit l'emporter sur l'autre. Évidemment, les traditions régionales ne doivent pas l'emporter sur effectivement Bossuet, tous les autres, parce qu'encore à l'intérieur, vous allez encore hiérarchiser selon votre point de vue. Vous êtes très subjectif. Comme vous qui défendez le BAC pour Non, mais discriminer, le peuple, il est. J'utilise votre grille d'analyse. Discriminer. Alors là, je vous discrimine. parlez. Non, vous discriminez pas. Vous êtes élitiste de manière. Mais c'est très choquant. Enfin, si on a effectivement quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas été. Oui, mais en quelque sorte de. Enfin, je veux dire, c'est triste de considérer. Enfin, c'est extraordinairement méprisant pour tous ceux qui n'ont pas votre culture, mais qui représentent eux aussi une part de cette histoire de France, et effectivement, leur déniant leur importance, mais quelque part, on participe effectivement à leur disparition, à ces gens-là. Ça, moi, voilà, ça me rend très triste d'entendre ça. C'est un immense poète. Romaric va me défendre. Alors, on va revenir. On va donner la parole à chacun d'entre vous. Et Philippe Ménard, notre taliban du soir, pourra se exprimer dans quelques instants sans difficulté. Est-ce que, Romaric, alors, on vous a cité. Vous êtes le monsieur culture, au talibanisme de Philippe Ménard, pardon, entièrement. Je pense que la culture, c'est une forme d'élitisme, mais qu'il y a aussi une culture populaire qui est tout à fait valable, ça je suis d'accord, mais aujourd'hui on n'est pas dans un rapport culture d'élite et culture populaire, on est dans un rapport de la culture de masse capitaliste qui a tout à raser. Simplement, c'est pas à l'État de défendre la culture populaire. La culture populaire est l'expression de la vitalité d'un peuple et de quelque chose de local. Donc on n'a pas spécialement à défendre la culture populaire à la place du peuple. Simplement, s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de culture populaire et puis on n'en parle plus. En revanche, qui est une culture élitiste, c'est-à-dire plus universelle, qui soit justement défendue et promue par des institutions étatiques, ça me paraît normal. Enfin, qu'on impose Bossuet en disant Bossuet c'est éternel, alors que tel poète breton de ce moment-là n'est pas Chateaubriand est éternel, mais tel poète breton de ce moment-là est plus local et plus c'est pas qu'il est plus secondaire, mais il est à une autre place, et cette place est tout à fait estimable et défendable. Mais on ne peut pas tout confondre, simplement. Chateaubriand, on peut parler de la Brière, de l'autre Chateaubriand. La Brière, c'est aussi un ouvrage qui participe à la culture française. La Bille-Baud d'Henri Vincenot, je suis désolé, mais... Et même Jacques Azélias, enfin, c'est pas anecdotique tout ça. D'abord, je n'ai pas dit que c'était anecdotique. Jacques Azélias, c'est ça qui a lancé l'opération. D'abord, ça prouve que j'ai lu Jacques Azélias. C'est vrai. J'ai lu évidemment Henri Vincenot. Henri Vincenot, j'ai connu Henri Vincenot très bien. Ça fait 250 ans que je suis là. Donc, moi, je l'ai connu, mais c'est pas si vieux que ça, quand même. J'en ai vu passer des gens. On parle de hiérarchie, on parle de discrimination. Tout à l'heure, vous avez très justement dit, la liberté, ça ne veut rien dire. En fait, la culture, ça ne veut rien dire non plus. C'est ce que j'ai dit aussi. Voilà, et vous l'avez dit. Et donc, il y a une culture française savante et il y a des cultures populaires. Ces cultures populaires sont effectivement, oui, qui nourrissent, mais qui en même temps aussi laissent passer. Si Bossuet est capable d'écrire ce qu'il a écrit, si nous apprécions Proust, il faut quand même dire que Maurras est le pire des critiques littéraires qui ait jamais existé. C'est un gland complet. Heureusement qu'il y avait Daudet et Brasillac dans la barque, hein, parce que c'est. Bref.
Donc Proust, Céline, voilà, c'est Léon Daudet, c'est absolument pas Maurras qui nous fait Brère avec son Félibrige, qui nous casse les pieds avec Moréas, ce qui est juste absolument atroce. On va pas faire Maurras. Mais on fait pas Maurras ce soir, on fait Audiard. Ce n'est pas les Bretons qui ont inventé Bossuet, ce n'est pas les Bretons qui ont inventé Chateaubriand. Si Chateaubriand réinvente une Bretagne, c'est qu'il est absolument nourri d'antiquité gréco-latine, de romantisme allemand. Il est nourri de tout ce que chaque société culturelle européenne a quintessentiel du meilleur en partant du même terreau que vous décriviez tout à l'heure, qui est sans doute moins les Celtes que l'héritage gréco-latin et l'héritage chrétien. Et voilà ce qui constitue la culture française. Un tableau de Poussin, un tableau de Nicolas de Staël, une abstraction de Vasarely, car j'intègre mais non, mais pas du tout. Mais non, mais voilà, au contraire. Et Vasarely est à proportion français qu'il était populaire. Voilà. Philippe, je vous ai donné la parole, vous êtes taliban, vous finissez pas. Les merveilleux ne sont rien sans l'art Olivier, populaire on vous a breton. entendu beaucoup, il y a des gens qu'on n'a pas encore entendu, notamment Constance. Vous aurez la courtoisie de lui laisser la parole. N'est-ce pas Non, mais là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la déclaration de Macron et il y a notre vision de la culture. Pour moi, c'est évident que déjà, dit culture, effectivement, il y a une hiérarchisation parce qu'il y a certains auteurs qui confinent à l'universel et ce qui fait qu'ils sont en haut de la hiérarchie. Ça n'est pas pour autant qu'on va dévaloriser les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre précisément de ce qu'il n'y a plus de culture populaire. Vous prenez par exemple à Paris, le petit peuple parisien, il est où ? Celui qu'on voit justement au comptoir dans les films d'Audiard, qui a son langage, qui a ses chansons, etc. Ça n'existe plus, ça. Et ça, Macron, il se fout de Bossuet comme du petit peuple parisien, sur toute la ligne. Et ce qui caractérise aussi, selon moi, la culture, c'est la circulation. Vous prenez par exemple en musique, les motifs, ils commencent dans des motifs populaires, des chansons populaires, ils sont progressivement aristocratisés, on les retrouve ensuite dans les mélodies de cour, etc. Puis ensuite, ça redescend vers le peuple. On a ce mouvement sinusoïdal permanent. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement du tout. Il y a une culture de masse qui écrase tout. Il n'y a plus de culture populaire, il n'y a plus de culture de l'élite non plus. Et Macron, lui, il essaye de... Sa définition de la culture, c'est une culture qui écrase. Il se fout de la culture de l'élite, il se fout de la culture du peuple. Et le problème, c'est que lui, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais il y a quelques journalistes qui l'avaient pointé à l'époque, quand il a fait son clip de campagne, il a pris uniquement des images de banques d'images américaines. Donc c'est quelque chose de complètement hors sol. Et donc du coup, il se nourrit d'une espèce de gloubi-boulga indifférencié qui lui permet de rejeter la culture classique élitiste d'une part et de se foutre de la culture populaire. Oui, mais il l'utilise lors de son juste, sacre. Non mais voilà, c'est vrai, enfin, c'est intéressant. Lors de son sacre, ces moments où on a trouvé justement qu'il avait une posture assez monarchique, c'est-à-dire la soirée de l'élection où il entre quand même sur Beethoven. Bon, c'est pour l'Europe évidemment, mais même lors de son sacre, il est là avec ses Pléiades. Il met du Offenbach. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la musique française, mais enfin en l'occurrence, il essaye de poser la culture élitiste. Donc il utilise tout. Ben non. Puis après, il fait une fête de la musique avec des. Voilà. Kid Smile ou, oui, mais c'est en même temps. Il est dans le en même temps, mais en culture, on peut pas être dans un en même temps. Alors, il y a une chose, vous parlez de musique, et c'est vrai que je ne serais pas aussi catastrophiste que vous. Ce qu'on appelait la grande musique, effectivement, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a plus de Ravel, même de Couperin. Mais la grande musique, entre guillemets, maintenant, il faut la rechercher, par exemple, au cinéma. Vous avez des compositeurs comme Alexandre Desplat, Gabriel Yared. C'est le seul compositeur de valeur qu'il y a aujourd'hui, la musique de film. C'est comme aujourd'hui, certaines voitures italiennes sont des sculptures plus belles que les conneries de Jeff Koons. Entre une Maserati et son chien-chien, on sent d'un côté il y a un artiste. Dans la musique populaire, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore des choses remarquables qui se font en France. Je pense à des musiciens comme Bertrand Burgala, je pense au groupe R, je pense à Phoenix, des musiciens qui font d'excellentes choses dans le genre entre pop et chansons françaises et qui s'exportent largement à l'étranger. On a un cinéma français, désolé de parler comme un comptable, mais le cinéma français fait encore entre 30 et 40% de part de marché en France. C'est-à-dire qu'on est le dernier pays européen à résister au rouleau compresseur américain. Certes, on produit sûrement peut-être trop de films en France, et certains pas très bons. Mais il y a encore des cinéastes exceptionnels comme Jean Becker, le très beau film Raoul Taburin, Le secret de Raoul Taburin, les films sur le petit Nicolas, dont le nom du metteur en scène m'échappe. La création française, elle se développe aussi dans les séries télévisées. Une série comme Le Bureau des légendes est absolument un chef-d'œuvre du genre. Si vous voulez comprendre le fonctionnement des services secrets français, c'est pour la série qu'il faut voir.
Bon, les Américains vont faire un remake, comme toujours. Mais on a aussi des séries au service de la France, qui est le même genre, mais façon parodique. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, même si on a francisé un des héros anglais, est une merveille. C'est ce que les Français regardent encore le plus en audience. C'est acheté partout dans le monde. Alors, je sais bien qu'on a tendance à l'autodénigrement en France. Finances Gardien. Mais ça, pour le coup, là, c'était les séries d'avant. Il vaut mieux les oublier, quoi. Mais il faut arrêter l'autodénigrement et dire que tout ce qu'on fait, c'est une catastrophe. Il y a encore d'excellentes choses. C'est pas du tout ce que je dis. Par exemple, j'adore Candice Renoir. France 2, série française, 5 saisons, une femme flic. Voilà, c'est 10 fois meilleur que Véronique Jeunet, et en plus elle est plus jolie. Non, mais malgré tout, Véronique Jeunet, pour ceux qui ont l'âge, malgré tout, nous avons tous rêvé de Véronique Jeunet, soyons francs. Voilà, Arnaud et moi, on a des vrais points communs. Nana, c'était quand même quelque chose. Il n'y a pas de... Une fois plus, dans ce que vous dites, il y a des noms qui surgissent. Bien, pour moi, la culture française, elle existe toujours. Mais en même temps, il y a toujours cette capacité à dire que Paul Valéry a été lu par 3000 personnes, on a décidé que c'était un chef-d'œuvre, il n'y a que 3000 personnes qui le lisaient. Chardonne, on est tous amoureux de Chardonne, mais on est tous amoureux de Chardonne, ça veut dire que... on l'a peu lu, on le lit peu. Non mais voilà, et puis tout le monde dit que Pascal est un monument, on l'a peu lu. À côté de ça, par exemple, je trouve vous avez dit clairement, et c'est ce qu'on vous reproche, vous avez dit globalement, on a cru comprendre ça, que tout ce qui était terroir, béret, bourret, bignou, franchouillard, était un peu odieux. C'est la phrase de Pierre Berger. C'est en dessous. C'est la phrase de Pierre Berger. C'est en dessous. Que je vous ai piqué, Nicolas. J'ai adoré le film français Nicky Larson. C'était vous qui l'avez vu. C'était bon. C'est bon, ça va. Difficile, mon vieux. Mais si, parce que le scénario est absolument remarquable. Oui, mais ça, il y a une science du scénario chez ce réalisateur qui, à côté de ça, est vulgaire, etc., qui est remarquable. Non, mais vous n'avez plus, en tout cas aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de culture, là, tous depuis le début, Nicolas Gauthier, des nouvelles séries, etc. Voilà, j'ai juste un mot. Mais la culture enracinée, dans le terroir français, dans la tradition française, elle a disparu dans tout ce que vous avez cité, effectivement, comme série actuelle, ou ce que vous citez... Jean Becker, exception, voilà, Jean Becker, exception, on peut considérer que c'est encore, effectivement, quelqu'un d'autrefois, d'ailleurs, effectivement. C'est un peu la France d'Audiard. Mais sinon, la culture enracinée, elle n'existe plus. Si on se lançait dans les histoires de séries, on verrait qu'effectivement, autrefois, il y avait effectivement des séries qui racontaient la France, les écluses, Maigret, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Candice Renoir, de tout ce dont vous parlez, effectivement, c'est la femme divorcée, les difficultés avec ses enfants, fliquette, etc. Voilà, non mais ce n'est plus... Voilà. Ce n'est pas la culture traditionnelle comme elle existait à un moment. Évidemment qu'il faut la moderniser, évidemment qu'il faut que les choses changent. Mais cette culture enracinée, elle disparaît. Et je pense que c'est ça ce que voulait dire Macron. La culture française n'existe pas, il nie l'existence de cette culture enracinée. Et vous parlez comme Pierre Berger, et je donne la parole à Philippe Randa. Je vais contredire tout ce que vient de dire Arnaud Folk et la plupart de ces sociétés. Merci de me laisser la parole à la fin. Parce que vous ne pensez pas que ce débat sur la culture, où ça en est et tout, c'est très parisien. Ailleurs, au-delà du périph', elle existe la culture. Et tout le monde se fiche de savoir quelle culture, où, quand, comment. Il y a les débats parisiens, il y a effectivement les grands médias, sauf peut-être Valeurs Actuelles, donnent la parole à des nouveaux artistes que je pense qu'ici, unanimement, on trouve abominables et tout. Mais lorsqu'on quitte le périph', dans le reste de la France, la culture française, elle est partout, la culture régionale, la culture nationale, les auteurs, les grands auteurs. Je disais, j'ai été dernièrement au fin fond de la Bretagne, à Tréguier. J'ai été voir le musée, la maison d'Ernest Renan. Il y a 3 permanents et il y avait 15 personnes en même temps ce jour-là. Donc Ernest Renan, c'est pas la culture française aussi? Non, mais c'est dans un musée. Il y avait 15 personnes dans un musée. Ce jour-là, dans la maison d'Ernest Renan, dans un village, oui, mais il y a aussi le Mont-Saint-Michel, il y a plus de 15 personnes, le Mont-Saint-Michel, et du patrimoine, il y en a, et la culture, il y en a, le cinéma, il y en a, des artistes, il y en a. Nicolas Gauthier rappelait effectivement qu'on a encore 40% de cinéma français qui ont 40% de part de marché, c'est énorme. Alors, vous ne voyez quoi que les artistes, bons ou mauvais, modernes aujourd'hui, mais qui vous dit qu'ils ne vont pas disparaître? Qui vous dit qu'ils vont rester et que les autres, tous les artistes
artistes savez ma connaissance qui de la boule. méritent, parce que tous les artistes ne méritent pas non Je veux dire, plus. vous connaissez ma connaissance de la boule. de À résister. Saint-Nazaire, à côté, il y a un festival de Saint-Nazaire, c'est le festival enraciné breton, c'est le festival métissé de Saint-Nazaire. Il n'y a plus un breton. S'il y avait un breton, ça serait indécent qu'il y en ait un Saint-Nazaire. Il n'y a même pas le droit de chanter, il n'a même pas le droit de dire que ce soit. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors Martial, la réalité, tout est foutu, tout est foutu. Mais non, c'est mais la vous me fin, dites pas- c'est Macron, Non, mais- Macron il y a pour des Milan. pôles- voilà. il y a des Eh ben pôles de non, Macron, résistance. c'est pas pour Milan. Il y a des pôles de résistance, mais ne non, me il y a dites des pas pôles que de l'emballement résistance. est- Il y en a énormément, il y en a dans toute la France. des pôles de Et résistance. il y a même cette culture française qui s'exporte à l'étranger. Putain, Faut c'est le arrêter de Candessin, dire que le tout est Candessin toujours foutu. chez Ernest Renan. Il y a 15 pelés dans un Mais oui, musée mais de enfin, province. quand on représente l'action française, je suis désolé, puisque vous êtes un digne représentant, et j'ai beaucoup d'admiration pour l'école de Moi, je pensée suis de là au l'action nom de française. Politique Magazine. Mais enfin, c'est clair que la pensée d'action française, effectivement, aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle a été. Alors, d'abord, nous Et sommes je à- le regrette. Et d'abord, je le nous regrette. sommes à minute. Bon, maintenant vous êtes en 34. Allez, c'est votre journée. Après tout, Si on Vous rejoue, avez bien fait si de la venir, culture française, c'est de rejouer sans arrêt le dernier des Mohicans, Non, je suis bon, un bah, c'est monument fini. patrimonial. Quant à Charles Maurras, il a, grâce à Macron, et grâce à cette politique, on n'a jamais autant parlé de lui dernièrement. Parce que ici. l'avoir retiré de l'anniversaire des grands penseurs, on n'a jamais parlé autant de Charles Maurras. Il n'y a jamais autant de gens qui ont découvert Charles Maurras. Comme Manuel Valls, ça fait la publicité d'Alain Benoît. Hein. Oui, tout à fait. Le meilleur attaché de presse. allez, un dernier mot chacun. non, tout Un est pas dernier foutu. mot, parce que vous êtes en pleine forme. On voit que la canicule n'a pas eu d'effet sur vous et je m'en réjouis. Allez, Un dernier Nicolas mot, Gauthier, je un vais dernier citer- mot. Je vais citer Sans un relancer le penseur débat. que notre ami doit sûrement connaître, dit effectivement en politique le désespoir d'une sottise absolue. Donc la culture, la France sont assez vivaces, encore assez enracinées. Je ne suis pas dans les prophètes de malheur et je pense que la France en sort toujours. Voilà, une citation du Charles Maurras m'aurait donné raison. Tant mieux. Une citation du grand Charles pour terminer. Romaric, allez. Une conclusion de votre côté. Allez. Non, mais on parle de beaucoup de choses à la fois. On parle de culture, on parle de patrimoine, on parle de culture populaire, qui est une chose. seul multitalent, c'est On pour parle ça. de culture d'élite d'une autre manière, et on parle aussi de culture de masse, donc d'entertainment aujourd'hui. On confond un peu tout ça dans le débat, je trouve. Et la culture française, elle est en danger parce que le modèle étatique qui défendait une certaine haute culture et qui était à la fois aristocratique et post-monarchiste et républicaine est en train de s'effondrer. Et si cela s'effondre, il n'y aura plus que de la culture de masse ou du folklore et du patrimoine au sens musée, au fait, au sens de marchandisation ou des tableaux qui ne parlent à personne, qui seront vendus par des spéculateurs. Donc voilà, il y a un peu un éclatement comme ça de ce qu'on appelait la culture. Moi, mon petit mot aussi, c'est pour dire qu'à côté de Saint-Nazaire, il y a des bagades, il y a des gens qui font maintenir la tradition, qui tous les samedis, tous les dimanches, font connaître cela, et ils le font de manière totalement bénévole. Je veux dire, voilà, je n'ai pas non plus une version totalement noire des choses. Constance. Oui, alors moi je suis pas parisienne, donc la culture en province, je connais ça bien. Voilà, et donc c'est vrai que ce qui est malheureux, parce que je suis très souvent en province, c'est que l'horizon culturel de beaucoup de gens en province, c'est la télé allumée à longueur de journée. Et la région que je connais bien, c'est l'Ardèche. Bon, les festivals de cet été en Ardèche, c'est Art d'Afrique, par exemple. Donc c'est voilà. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est pas tellement terroir. Mais par contre, cela dit, Cette année et l'année prochaine, ce sera autre chose. non, ça fait 10 ans que c'est comme ça, c'est irrécupérable. Bref, toujours est-il que je pense qu'il faut effectivement pas sous-estimer la question patrimoine, parce que c'est pas la culture en tant que telle, mais c'est quelque chose de visible, de concret, qui fait partie de l'horizon quotidien des gens. Et il y a énormément de gens qui se redécouvrent conservateurs grâce à la question du patrimoine. Bon, toute la polémique qu'il y a eu et l'engouement qu'il y a eu pour le projet de Stéphane Bern, pour moi, est révélateur, parce que je pense que c'est vraiment un axe à utiliser pour faire reprendre conscience de quelque chose, et de ce côté populaire, justement, et enraciné de la culture. Je partage votre point de vue. Philippe. La culture a toujours été de masse, parce que c'est la culture, c'est là où la majorité des gens adhèrent à un moment donné. Eh bien, ça change. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas ce qui me plaît mieux, le concert Art Afrique au fin fond de l'Ardèche, mais je suis pas persuadé que ce soit définitif qu'en Ardèche, il n'y ait plus que ça tout le temps. Les Parisiens qui vont voir ça, c'est pas les Ardéchois. Oui, c'est les Ardéchois, ils s'en foutent. C'est pas ça le problème. Donc Non, mais moi, je suis d'accord. optimiste. Je suis pas du tout La culture considérée que française, c'est fini, hein. où elle vaut le coup d'y croire et elle perdurera, ou alors c'est qu'elle doit mourir. Ce que je ne crois pas. La masse du peuple, pour répondre d'abord à Philippe Randa. Ensuite, je pense qu'on n'a pas parlé des chansons en famille, par exemple. Je pense que c'est important que de transmettre aussi ces cultures populaires, cette culture qui est vraiment la base, de connaître au moins une trentaine de chansons
ma femme, je lui rends hommage ce soir, mais connaît 40, 50 chansons. Je n'ai pas eu le bonheur d'être élevé dans une famille nombreuse. Et à travers ces chansons, on a aussi de la poésie parfois, on a aussi des airs, de la musique. Et après, la culture de l'élite, évidemment, elle est importante. Mais d'ailleurs, elle ne s'oppose pas à la culture traditionnelle et à la culture des terroirs, comme on dit, comme disait Bernard Lévy dans Globe. Voilà. Philippe, alors vous, la chanson en famille, c'est si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Ce que dit Charles Maurras, c'est que ce n'est pas les origines qui sont belles. Parce qu'une racine, c'est moche. Et en revanche, la racine est nécessaire pour que la fleur puisse croître. Aucune origine n'est belle, disait Maurras. Aucune origine n'est belle, voilà. Et en revanche, ce qui est beau, c'est la fleur d'Olivier Molin, qui travaille chez vous, et dont les romans sont remarquables, ou la fleur que représente Romaric Sangar, et dont l'œuvre littéraire est en train de fleurir. Voilà. Donc la culture française existe. Voilà, c'est chouette. Bravo, vous avez bien fait de venir. Arnaud. Écoutez, là en tout cas, vous avez cité, on parlait de culture d'Olivier Molin. Il est présent dans le hors-série, ainsi que je voulais quand même lui rendre hommage au dessinateur Ignace, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de dessiner les photos du tonton flingueur dans le journal. Non, puisque j'ai vu qu'effectivement, il est de bon ton de finir sur une note optimiste. Je ne dis pas que je le sois profondément. C'est comme ça va passer tout l'été. C'est vrai que les gens ne se suicident pas. C'est vrai que ce qui s'est passé, par exemple, la réaction des Français, quoi qu'on puisse en dire, à ce qui s'est passé à Notre-Dame, est la preuve que malgré tous les agents de destruction qui, jour après jour, s'échinent à vouloir nous couper de nos racines, qui, je trouve, effectivement, sont belles, il reste quelque chose. L'espoir, il est précisément dans ce peuple, pas forcément très élitiste, ne connaissant pas forcément Bossuet par cœur, ni Proust, mais qui ressent dans ses chairs ce lien sacré, effectivement, avec la religion, avec le patrimoine, avec cette terre de France. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, j'étais ce jour-là devant Notre-Dame, avant même que la flèche tombe. J'étais avec ma fille, et j'étais entouré on était très peu au début, puisque j'étais juste à côté, et il y avait des gens vraiment qui pleuraient, et il devait y avoir des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, les gens se parlaient, se regardaient, et tout le monde avait l'impression d'assister à quelque chose de tragique, pour lui-même, en son fort intérieur. Et si donc il y a une leçon d'optimisme, elle est là, et elle vient donc de ce peuple, de ce merveilleux peuple français qui aime viscéralement cette terre de France, malgré encore une fois tous les efforts de tous pour la faire détester ce pays. Merci. Vous terminez sur cette note d'espoir. Note d'espoir, note d'espérance. Macron réforme tout, même la culture. Malheureusement, il a tendance à brûler les étapes. C'est dur, ça, comme dessin. Très dur. La culture française, ça va de Molière, Bossuet à nos choux et tomates. Voilà, c'est pour faire la synthèse de notre discussion. En tant que mondialiste et laïciste, Macron a du mal avec le patrimoine, parce que dans patrimoine, on entend patrie et moine. Et puis, c'est vrai, vous avez bien fait, Ignace, de relever cela. C'est bien évidemment, la culture française, c'est aussi la défense de la langue française. I am very proud to be the president of France, a very nice country. Très belle. Bon, voilà. En fait, on aura fait toute une année à dézinguer Macron. Ça tombe bien, parce qu'on reviendra à la prochaine saison pour dézinguer Macron. Tant qu'il sera là, on le dézinguera. Donc, il peut compter sur nous. Nous avons la jeunesse aussi et le dynamisme pour le faire. Merci vraiment d'avoir suivi ce Bistro Liberté. C'était le dernier de la saison. Cela fait 5 ans qu'on se retrouve. C'était le 106e épisode de ce Bistro Liberté. Alors, on se retrouvera, je crois, sans vous mentir, le 13 septembre prochain. On va prendre quelques vacances, mais attention, TV Liberté est avec vous
tout l'été. Il y aura des programmes spécifiques. Vous découvrirez des Zooms d'été avec les principaux animateurs de la chaîne, aussi les jeunes journalistes qui nous ont rejoints. Je pense à Florian Janin, Thibaut Bastide, vous les découvrirez mieux. Vous allez découvrir aussi les meilleurs moments de TV Liberté, les grands moments de TV Liberté. Depuis 5 ans, il y a eu vraiment des moments de télévision. Vous les découvrirez aussi. Vous découvrirez à travers la nouvelle librairie qui est notre partenaire, vous le savez, rue Médicis à Paris, eh bien, grâce à François Bousquet et à Arnaud Danjou, qui n'est pas là ce soir, mais qui est souvent parmi nous, vous découvrirez un livre à lire ou un ouvrage à découvrir, un auteur à découvrir tout au long de l'été. Et enfin, vous retrouverez un dessin d'Ignace qui a marqué les esprits et vous retrouverez vos animateurs préférés, Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Thibaut Bastide, Pierre Bergerot, Florian Janin. Je vais en oublier forcément, ils m'en voudront pendant tout l'été. N'hésitez pas donc à rester sur TV Liberté. Et puis bien sûr, le journal télévisé tout au long du mois de juillet. Et puis dès le 19 août, le retour de la rédaction. Voilà, je vous ai tout dit. Merci une nouvelle fois aux techniciens qui sont là depuis 5 ans. Ce sont les mêmes. Ça, la force de TV Liberté. Je vous prends encore une seconde. La force de TV Liberté, c'est l'unité. Moi, je vois le média. Ils se foutent sur la gueule, pardonnez-moi du terme. Ils ne peuvent pas se voir. Les équipes qui sont à TV Liberté, c'est l'unité de TV Liberté. C'est aussi une de ses forces, l'unité. Merci d'appartenir à cette communauté. On se retrouve, si vous le voulez bien, début septembre. Mais TV Liberté, c'est avec vous tout l'été. Merci.